Aujourd'hui, en fait, on va répondre à des questions un peu plus politiques, donc institutionnelles, savoir comment on peut gérer politiquement les enjeux écologiques aujourd'hui, et plus spécifiquement, comment l'Union européenne peut répondre ou ne pas répondre à ces questions-là. Alors, les questions qu'on va poser, que Sciences Po Environnement a posées à M. Lambert, auxquelles il va répondre dans son exposé, sont notamment de dresser un bilan critique, c'est-à-dire à la fois positif, avec à la fois les éléments positifs et négatifs de l'Union européenne, de l'action écologique à l'échelle européenne. En même temps, dresser un bilan aussi du rôle du groupe écologiste au Parlement. Aussi, en général, un bilan des actions pour le climat, qui vont des manifestations pour le climat, des grèves, des propositions de pacte finance-climat. Et également, on a posé deux questions un peu plus épineuses, plus pointues, à savoir, est-ce que l'Union européenne, étant donné sa structure et ses fondations, est capable de faire de l'écologie? Et une autre question qui structure un peu plus aussi ce cycle de conférence, est-ce qu'il faut entamer une décroissance? Si oui, est-ce que l'Union européenne peut le faire? Alors voilà, j'ai à peu près tout dit. Je pense que, je vais laisser la parole à M. Lambert, que je remercie déjà d'être venu, parce que c'était un long chemin. Et merci à vous d'être aussi venu. J'espère que vous allez passer une bonne conférence. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Reims, c'est pas trop loin de la Belgique, donc ça va. Hein, ça m'a pas pris un temps fou pour venir. Par où commencer? Est-ce que si on regarde un petit peu l'action des institutions européennes, donc la Commission qui propose les lois, le Parlement et le Conseil qui les adoptent, est-ce que c'est plutôt un moteur de la prise de conscience de la contrainte environnementale, ou est-ce que c'est plutôt un frein? Si on regarde l'historique des législations européennes, on peut dire que sans l'échelon européen, le plan climat-énergie de 2007, donc le fameux objectif 3x20 à 20% de réduction de CO2, 20% de renouvelables et 20% d'amélioration de notre efficacité énergétique, sans l'impulsion donnée au niveau européen, il y a fort à parier qu'on n'aurait rien fait. Autrement dit, les États membres individuellement et spontanément n'étaient pas enclins à prendre des mesures en matière de climat. Alors j'en parle à l'aise parce que je viens de Belgique et c'est un pays naturellement réfractaire à toute action climatique. Sans la pression et en fait les décisions prises au niveau européen, c'est très clair que la Belgique n'aurait jamais rien fait. Donc de ce point de vue-là, si on regarde ça vraiment au niveau macro, l'Union européenne a été plutôt un moteur. Si on regarde toute la question de l'épuration des eaux, alors aujourd'hui ça nous semble assez naturel que les eaux des villes et villages doivent être épurées, c'est une directive européenne. Et bien souvent, les États membres n'ont agi que sous la menace de sanctions financières. Autrement dit, les lois adoptées au niveau européen, donc directives et règlements, imposaient l'épuration des eaux. Et je sais que la Belgique, de nouveau, elle, n'a finalement agi que parce qu'elle était en retard et qu'elle savait que si elle ne le faisait pas, elle allait se prendre une amende européenne. Donc voilà un deuxième domaine où l'Union européenne est plutôt motrice. Ceci étant, comment est-ce que je dirais moi, les équilibres politiques qui prévalent au niveau européen, et donc assez naturellement des États membres et même de leur région jusqu'au niveau européen, sont des équilibres politiques qui donnent la majorité à des gens qui sont plutôt opposés à la transition écologique et solidaire. C'est-à-dire, plus on avance vers l'effondrement, plus on avance vers la catastrophe climatique, plus il devient évident que ce qu'il nous faut, ce n'est pas verdir le système, mais c'est bien changer de système. Et c'est là qu'on voit que les résistances se durcissent face à ce changement, parce qu'évidemment, si on vous parle de changer de système, ça veut dire que les bénéficiaires actuels du système ont beaucoup à perdre. Et forcément, ils résistent. Et à nouveau, le terrain, le champ de bataille, parce que c'est un champ de bataille, ça c'est très clair, entre, je vais dire, la mondialisation néolibérale et la transition écologique et solidaire, c'est un champ de bataille qui est très bruxellois, évidemment, puisque beaucoup de mesures liées, par exemple, au marché intérieur, sont prises au niveau européen et pas au niveau national. A contrario, il y a des choses qui se passent vraiment purement au niveau national. La politique de l'énergie, qu'on le veuille ou non, est une compétence encore nationale. Donc la programmation pluriannuelle de l'énergie en France, c'est à Paris qu'elle se décide, ce n'est pas à Bruxelles. Donc on peut se donner des objectifs climat-énergie au niveau européen, mais ces objectifs sont surtout contraignants sur le volet CO2, sur le volet renouvelable. Pour le reste, les États font un peu ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire du nucléaire, s'ils veulent faire
du charbon, c'est encore leur problème, quoi. Donc le mix énergétique reste une compétence nationale. Et donc ce que je veux dire, c'est que souvent, la bataille devient de plus en plus dure à Bruxelles, et on a donc l'impression, si on est écologiste ou si on est sensibilisé par la question environnementale, que Bruxelles, c'est plutôt un endroit où on perd des batailles, plutôt qu'en gagner. Mais on perd des batailles, comme je vous dis, pas parce qu'il s'agit des institutions européennes, mais parce que les majorités sont ce qu'elles sont. Autrement dit, je vais prendre un exemple très simple, le traité commercial avec le Canada, on va prendre ça. Le traité commercial avec le Canada est un traité dont l'objectif est d'augmenter les flux de matière entre les deux rives de l'Atlantique, en l'occurrence entre le Canada et l'Union européenne. C'est bien le but, d'accord ? C'est d'ouvrir des possibilités business pour des entreprises européennes au Canada et pour des entreprises canadiennes en Europe. C'est un traité dont les principaux bénéficiaires sont le management et les actionnaires d'entreprises qui ont une taille suffisante que pour aller jouer de l'autre côté de l'Atlantique. D'accord ? Donc, c'est un traité, si on regarde son objectif, comme je dis, maximiser, augmenter les flux de matière, les flux de commerce international, c'est un traité qui clairement va à l'encontre de la logique de réduction de notre empreinte écologique, et les accords de Paris sont juste une dimension importante, mais une dimension seulement, de l'impératif de réduction de notre empreinte écologique. Donc, a priori, passer des traités de libre-échange de ce type-là est antinomique avec l'impératif environnemental. Et pourtant, ce genre de traité, celui-là en l'occurrence, a recueilli une majorité des 2/3 au Parlement européen pour être ratifié. Donc, on voit bien que voilà une bataille que l'on perd. On peut parler de la bataille du glyphosate, on peut parler de la bataille des perturbateurs endocriniens, on peut parler de la bataille du charbon, je veux dire de la sortie du charbon. Mais c'est très clair que ce sont des batailles qu'on a assez difficiles à gagner à Bruxelles, tout simplement parce que les majorités ne sont pas là. Et quand vous posez la question, est-ce que l'Union européenne est câblée pour faire la transition ? Elle n'est pas plus câblée pour la faire que pour ne pas la faire, parce que dans les traités, vous voyez un peu tout. Je veux dire, dans les traités, il y a des dispositions qui rappellent la primauté de la dignité humaine. Hein, article 2, le fait que tous les êtres... tous les citoyens européens doivent pouvoir vivre convenablement, et puis il faut être une économie de marché compétitive, et les banques centrales ne peuvent pas prêter de l'argent aux États, et il faut respecter une limite de 3% pour les déficits publics et de 60% du PIB pour la dette publique. Donc vous avez là-dedans des dispositions, on va dire, économie sociale de marché, des dispositions complètement néolibérales, vous avez un peu de tout dans les traités. Donc ce qui va sortir de la boîte va principalement résulter des majorités politiques qui se manifestent. Ça fait à peu près 30 ans que l'hégémonie intellectuelle est une hégémonie néolibérale, mais avant ça, c'était plutôt une hégémonie keynésienne, on va dire. Alors, les keynésiens, pas plus que les néolibéraux, ne reconnaissent qu'il y a des limites physiques qu'on ne peut pas dépasser sur cette planète. Mais en tout cas, sur le plan de la question des inégalités, qui est un peu en dehors du sujet de ce soir, clairement, on est passé d'un monde à l'autre, en passant de 30 ans d'économie sociale de marché à 30 ans de néolibéralisme. Voilà, et on est toujours dans cette séquence néolibérale, on n'en est pas encore sorti. Et donc, si votre question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'en sortir, a priori oui, à condition que des majorités pour ce faire se dégagent. Et ça, c'est pas évident, parce que pour revenir à la question du CETA, qui pour moi, c'est le genre de vote qui, quelque part, cristallise le camp de la mondialisation néolibérale. Dans les 2/3 qui ont voté la ratification du CETA, vous trouvez bien entendu le noyau dur de l'hégémonie néolibérale, c'est le Parti populaire européen, en France les Républicains, qui ont repris aux libéraux quelque part le flambeau de la révolution néolibérale. Alors bien sûr, les libéraux sont du nombre, hein, ils étaient. Les frères ennemis du PPCR, les conservateurs et réformistes, c'est déjà étonnant de s'appeler comme ça, hein, comme être conservateur et réformiste, c'est-à-dire le groupe fondé par les conservateurs britanniques, mais dans lequel vous trouvez les nationalistes flamands, limite extrême droite, les nationalistes suédois, franchement extrême droite, le parti de Kaczynski, du premier ministre de substitution polonais, donc un parti national populiste, ceux-là aussi ont voté le CETA. Mais tout ça, ça ne fait pas une majorité. Pour obtenir la majorité, il a fallu que 2/3 du groupe socialiste votent le traité de libre-échange.
Et ça, c'était un vote, comment est-ce que je dirais moi, c'était un cas où c'était difficile pour les socialistes, parce qu'il y avait ces dispositions de protection pas des investisseurs, des rentiers. Quand il n'y a pas ce genre de dispositions, les socialistes votent à 80% les traités de libre-échange. Donc le traité de libre-échange avec le Japon a été adopté par 80% du groupe socialiste. Et c'est là qu'on voit qu'on a du boulot, quoi. On a du boulot parce qu'une bonne partie de la gauche traditionnelle n'est absolument pas acquise aux thèses de la transition écologique et solidaire. Continue à penser que globalement, la mondialisation néolibérale est une bonne chose. Il faut juste qu'on puisse obtenir une autre répartition des fruits de cette mondialisation. Mais au total, c'est une bonne chose. D'accord ? Et donc, moyennant une autre majorité, je veux dire, au Parlement européen, si un sixième de l'Assemblée avait basculé du camp du pro-CETA au camp du anti-CETA, le CETA était retoqué. Donc, c'est pas impossible de barrer la route à l'idéologie néolibérale. Maintenant, de là à avoir une réponse cohérente, c'est plus difficile parce que dans les anti-CETA, il y a aussi toute l'extrême droite. Et ça ne fait pas pour autant une majorité pour la transition écologique et solidaire. Donc donner un coup d'arrêt à la mondialisation néolibérale, qui est en fait le moteur de l'augmentation à la fois des inégalités et de notre empreinte écologique, ça suppose d'abord de donner un coup d'arrêt, donc de trouver une majorité peut-être composite pour l'arrêter. Et puis après ça, s'il s'agit de faire autre chose, alors là, il faut une majorité positive. Ça, c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui... comme je vous dis, une majorité, mais même encore dans l'opinion publique, la prise de conscience que c'est le système socio-économique actuel qui produit l'explosion de notre empreinte écologique et des inégalités n'est pas encore généralement répandue. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de monde qui pense si on peut verdir le capitalisme, alors ça ira. D'accord ? Et donc simplement, au lieu de faire des voitures à essence, on fera des voitures électriques et le problème est résolu, quoi. On donne un nouveau coup de fouet à la machine et elle va simplement sortir des produits verts au lieu de sortir des produits bruns, gris ou noirs, quoi. Voilà, donc est-ce qu'il est inéluctable que l'Union européenne produise la mondialisation néolibérale ? Absolument pas. Absolument pas. Donc c'est vraiment une question de majorité. Je vais prendre un peu la liste de vos questions pour essayer quand même de les couvrir dans mon exposé initial et puis après ça on pourra... passer à la phase plus interactive. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si on veut sortir de là ? Donc, c'est facile de dire il faut la transition écologique et solidaire, mais ça suppose quoi ? Il se fait que dans 2 mois et demi, peut-être que nous serons en train de négocier une majorité au niveau du Parlement européen. Qu'est-ce que nous, on va mettre sur la table ? Ça commence avec des choses qui sont, comment est-ce que je dirais moi, métapolitiques. Aujourd'hui, quand la Commission européenne fait une proposition de législation, elle passe, j'allais dire sous les fourches codines, elle passe par le processus d'étude d'impact, d'analyse d'impact, puisqu'on ne peut rien faire sans avoir une analyse d'impact. Mais c'est quoi ces analyses d'impact ? Qu'est-ce qu'on regarde, à votre avis, dans ces analyses d'impact ? À qui ça va coûter ? Donc le critère numéro 1, le critère déterminant de l'étude d'impact, c'est le fric. Et c'est même pas le fric que ça va rapporter, c'est le fric que ça va coûter. Autrement dit, on regarde la prise de décision politique du point de vue de ceux qui vont devoir payer. D'accord ? Pas de ceux à qui ça va rapporter. Donc forcément, ceux à qui, Schumpeter, la destruction créatrice va coûter, c'est les perdants. D'accord ? Plutôt que les gagnants. Et donc on regarde le point de vue du perdant. Si on abandonne le diesel, à qui ça va coûter ? Si on interdit les perturbateurs endocriniens, à qui ça va coûter ? Donc non seulement on ne prend qu'un critère financier, et on le prend en plus de ça par la lorgnette des losers, de ceux qui ont à perdre de la transition. Donc forcément, on arrive souvent à la conclusion « Ah non, on ne peut pas faire parce que ça va coûter... je veux dire, si on abandonne le diesel, ça va faire des pertes d'emplois et de profits, soit dit en passant, dans l'automobile traditionnelle. Donc on ne peut pas le faire. Donc il faut continuer à empoisonner les gens parce que ça rapporte. » Le critère final, c'est est-ce que ça rapporte. Un jour, c'est une vraie conversation avec un vrai lobbyiste. Je m'insurgeais contre le fait que, malgré le fait que pendant la crise financière, on vous parlait matin, midi et soir de produits financiers toxiques, d'accord ? Quand vous entendez parler de produits toxiques, votre réaction est de dire il faut s'en débarrasser, d'accord ? Il faut les interdire. Et on était en 2012, et à ce moment-là, on n'avait toujours interdit aucun produit
qui avait circulé pendant la crise financière. Et je prends un exemple, alors ce n'est pas un produit, c'est une activité, c'est le prêt de valeur mobilière. Autrement dit, c'est le fait que des détenteurs d'actions et d'obligations les louent aujourd'hui à des tiers. C'est devenu une grosse activité financière. Donc, j'ai 1 million d'actions d'IBM, je vous les loue pour 1 mois, 1 semaine, 1 jour, 1 heure, quelques microsecondes. D'accord ? Vous avez bien compris que cette activité a pour but principal de permettre la spéculation. Et je dis, typiquement, je ne vois pas l'utilité sociale de cette activité. Je ne la vois pas. Et donc, si elle n'a pas d'utilité sociale, je pense qu'il faut l'interdire. Se trouve dans la salle le secrétaire général de l'International Securities Lending Association, l'association internationale pour le prêt de valeur mobilière, c'est-à-dire le lobby, dont l'unique objet est de défendre ces activités. Celle-là, pas une autre, celle-là. Donc le type a un ordre de mission assez simple, défendre le prêt de valeur mobilière. Et le type prend la parole en disant, voilà, monsieur Lambert, j'ai la réponse à votre question. Dites-moi. 5 milliards. Qu'est-ce que vous voulez dire ? 5 milliards, c'est ce que le prêt de valeur mobilière a rapporté l'an dernier à des détenteurs d'actions et d'obligations. Donc ma question est, je ne vois pas l'utilité sociale. La réponse est, ça rapporte. Ça rapporte. Et quand je lui dis, écoutez, vous savez, la prostitution rapporte, le trafic de drogue rapporte, je ne doute pas un instant que le prêt de valeur mobilière rapporte. Sinon, je dis, ça ne se ferait pas. Mais ce n'était pas ma question. Ma question, c'était quelle est son utilité sociale ? Et à ce moment-là, il y a eu, ça a été très notable, un blanc. Le type a été pris de court. Ce qui me fait dire que d'habitude, quand il dit 5 milliards à des interlocuteurs, ils disent « Ah, mais c'est formidable !» Puisque ça rapporte, il faut le faire. Ça a l'air de rien, mais en réalité, c'est le logiciel de base. Et c'est là qu'on voit à quel point l'idéologie néolibérale a gagné, puisqu'en fait, elle est basée sur la théorie économique néoclassique. Qui a eu un cours d'économie ici ? OK ? Donc je suppose qu'on vous a enseigné les balivernes de la théorie néoclassique, de l'homo economicus, c'est ça ? De l'acteur rationnel, représentatif, des marchés efficients, etc. Enfin bref, bullshit, du début à la fin. Mais donc, on voudrait nous faire croire, par exemple, que nous tous sommes capables de faire entrer dans notre fonction d'utilité tous les futurs possibles, sur la base de toute l'information pertinente. Nous sommes capables, chacune et chacun, de traiter toute l'information pertinente pour tous les futurs possibles de notre vie, et ensuite de faire un choix rationnel entre tous les futurs possibles, celui qui maximise notre fonction d'utilité. Vous avez bien compris que ni vous ni moi ne travaillons comme ça. Personne d'entre nous ne travaille comme ça. Ajoutons le fait que pour que ça marche, il faut que tous les acteurs aient la même fonction d'utilité, c'est-à-dire que nous soyons tous les clones des uns des autres. Et je pourrais continuer, lisez le bouquin de Gaël Giraud, de Steve Keen, Debunking Economics ou l'imposture économique, et vous comprendrez. Bref, ce que je veux dire, c'est que cette théorie économique néoclassique continue à faire penser que la seule chose qui compte pour nous dans notre fonction d'utilité ne rentre que ce sur quoi on peut mettre un prix. Si vous ne pouvez pas mettre un prix sur quelque chose, ça n'a par définition pas de valeur. Je vous rappelle que dans le langage commun, quand vous dites de quelque chose, ça n'a pas de prix, ça veut dire en fait que pour vous, ça a beaucoup de valeur. D'accord ? L'expression commune, ça n'a pas de prix, ça veut dire ça a énormément de valeur. Dans la théorie économique néoclassique, si ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Les relations sexuelles gratuites n'ont pas de valeur. Les relations sexuelles payantes ont de la valeur. Elles rentrent dans la fonction d'utilité. D'accord ? Et donc, forcément, le prix est la mesure de toute chose. L'argent est la mesure de toute chose. Si on peut ramener quelque chose, une activité humaine, un bien, à sa dimension monétaire, il peut rentrer dans la fonction d'utilité, il a de la valeur. Donc, il est assez logique que les études d'impact s'intéressent au profit. Exclusivement au profit. Si demain, nous disions, nous allons examiner, puisque en fait l'urgence sociale, c'est la réduction des inégalités, que l'urgence écologique, c'est la réduction de notre empreinte écologique, que l'urgence sanitaire, c'est de faire en sorte que on recommence à augmenter l'espérance de vie et à réduire la morbidité. Si on faisait de ces 3 critères, critères inégalité, critères empreinte écologique, critères sanitaires, les critères déterminants des études d'impact, ça change votre politique du tout au tout. Et le critère économique devient un critère subordonné,
pas le critère déterminant, puisque aujourd'hui, si vous voulez, on optimise la santé, l'environnement et les inégalités sous contrainte de maximisation du profit. Et en fait, ce que nous proposons, c'est de faire l'exact inverse. C'est de dire optimiser le profit sous contrainte de réduction des inégalités, de réduction de notre empreinte écologique et d'amélioration de la santé. Ça change tout. Puisqu'en fait, le profit, la course au profit se retrouve contrainte par un ensemble de contraintes qui en fait résument en français la vie. Aujourd'hui, la vie est subordonnée, la vie humaine, la vie animale est subordonnée à la logique du profit. C'est clairement, il y a vraiment un ordre de subordination. L'idée, c'est d'inverser la subordination, en fait de ramener l'économie à sa place, c'est-à-dire un sous-ensemble des sociétés humaines dont l'objectif est de permettre aux sociétés humaines de vivre décemment. C'est quand même ça le but. Et d'ailleurs, si je poussais le raisonnement à l'absurde, je dirais, et je l'ai déjà dit à des gens de la bulle bruxelloise, mais en fait, sachant que maintenant, beaucoup d'humains sont inutiles à l'économie. Déjà, aujourd'hui, en Europe, les pays les plus performants n'utilisent que 75% de leur capacité de travail. Je pense à la Suède, à la Tchéquie. Mais un pays comme l'Italie utilise à 55% sa capacité de travail pour créer toute la richesse qui est créée. En fait, toute une partie de la population devient aujourd'hui inutile. Donc c'est un peu des bouches inutiles à nourrir, mais et on n'a pas encore vu la révolution de l'intelligence artificielle. On n'a pas encore vu l'impact de l'automatisation dans un secteur qui s'appelle la banque. Et vous savez très bien que ce qu'on a connu dans les mines, dans la sidérurgie, dans l'automobile, on va connaître dans le secteur financier. En fait, on va se retrouver avec une masse d'humains inutiles, mais poussons le truc jusqu'au bout. Dès l'instant où les 1% les plus riches pourront se passer des êtres humains pour vivre décemment, on peut éliminer 99% de l'humanité. Et même, on peut aller plus loin. Le dernier pourcent, est-il vraiment nécessaire? Parce que si vous donnez un pouvoir d'achat aux robots et que vous les programmez pour acheter et vendre, vous pouvez avoir une économie sans humains. Vous pouvez avoir une économie sans humains. Dire ça, on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte comme ânerie? Évidemment, c'est une ânerie. Le but de l'économie, c'est quand même de servir la vie humaine. C'est pas l'inverse quand même. Aujourd'hui, on est vraiment dans la situation où la planète, les humains sont des ressources pour l'économie qui elle-même est une ressource pour la finance. C'est ça. Et donc, si vous voulez changer de politique, vous devez inverser la perspective. La finance est un outil au service de l'économie qui, elle, est un sous-ensemble des sociétés qui permet de vivre décemment. C'est là que ça commence. C'est un changement de perspective. C'est un changement de perspective. Alors vous allez dire, mais tous ces gens qui pensent que le profit, c'est quand même l'alpha et l'oméga, c'est quand même pas des gens qui sont misanthropes, qui détestent l'humanité, non. Mais pour pouvoir s'endormir le soir après s'être brossé les dents en se regardant dans le miroir, ils doivent disposer d'un calmant qui est, oui, mais si les riches s'enrichissent, à la fin, tout le monde en profite. Donc le profit, à la fin, ruisselle sur toute la société. Et donc, en fait, cette maximisation du profit, comme elle profite à tout le monde, c'est un bon étalon de mesure du bien vivre. Et c'est ça qui leur permet de dormir tranquille. Sauf qu'évidemment, comme vous le savez, l'économie du ruissellement, ça n'existe pas. C'est en fait l'inverse. Ou alors, le ruissellement existe en économie, et vous savez qu'il défie les lois de la gravité, puisqu'il ruisselle de bas en haut. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Dans une économie motorisée par la dette, nécessairement, les inégalités explosent, puisque les débiteurs nets, les emprunteurs, payent l'intérêt aux créanciers nets. Les créanciers nets, ils sont au bout, à l'extrémité supérieure de la répartition du patrimoine, et les emprunteurs nets sont à l'extrémité inférieure, et donc vous avez un flux permanent d'argent qui va des emprunteurs nets aux prêteurs nets, c'est-à-dire des pauvres aux riches. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez d'autres politiques, il vous faut d'autres majorités, mais il faut une autre perspective. Et puis tout le reste en découle. Je veux dire, les instruments pour engager la transition, c'est la transition énergétique, et donc c'est bien entendu passer au renouvelable, mais c'est surtout sortir de cette idée que la consommation énergétique, elle ne doit pas arrêter d'augmenter. Je vous rappelle que l'Union européenne, démographiquement, ne grandit plus beaucoup.
qu'elle gaspille déjà beaucoup d'énergie et donc qu'elle peut consommer moins d'énergie tout en gardant un niveau de vie tout à fait convenable. Maintenant, il faut arrêter de gaspiller l'énergie à faire n'importe quoi, notamment à faire des biens qui ne sont pas durables, à déplacer des tonnes et des personnes sur des milliers de kilomètres pour rien, à produire de la nourriture qu'on jette, et je pourrais continuer comme ça ad infinitum. Donc c'est travailler sur la question énergétique, mais en regardant à la fois l'offre et la demande. C'est éradiquer les poisons de notre environnement. Et il n'y a pas juste les poisons atmosphériques, il y a les poisons qu'on retrouve dans nos eaux de surface. Et là, évidemment, c'est toute la question du modèle agricole qu'est le nôtre. À nouveau, ce n'est pas comme si les recettes de la transition, les solutions n'étaient pas connues. Alors, on ne connaît pas tout. Je dis, il faut encore inventer beaucoup de choses. Mais une agriculture durable, on sait à peu près comment ça fonctionne. Hein. Je veux dire, l'agroécologie, qui est une forme plus avancée de la transition que simplement le bio, les recettes en sont connues. Et si vous parlez à des gens à la FAO, donc l'Organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation, ils vous disent on peut nourrir 10-11 milliards de personnes sur cette planète. Il n'y a pas de problème, simplement, on doit changer la manière de faire. Clairement, le régime alimentaire, au lieu d'être 2 tiers de protéines animales, 1 tiers de protéines végétales, il faut que ce soit l'inverse. Il ne faut pas éradiquer les protéines animales, il faut juste réduire leur part dans le régime alimentaire des humains. Et pour produire ces protéines, il y a des méthodes. Il y a des méthodes qui ne font pas appel au pétrole, parce que je vous rappelle quand même que toute notre agriculture fonctionne au pétrole. C'est bien sûr le pétrole des machines de plus en plus grosses, par lesquelles d'ailleurs les paysans s'endettent et qui sont vendus dans nos campagnes. C'est bien sûr le pétrole que l'on met dans les intrants, dans les produits qu'on pulvérise sur nos cultures. C'est le pétrole nécessaire pour transporter le soja OGM d'Argentine en Europe. C'est le pétrole qui est utilisé pour transformer les aliments, et je pourrais continuer. Donc si on veut vraiment sortir du fossile, on sait comment faire, simplement, c'est une transformation extrêmement profonde qui fera des perdants, c'est-à-dire que les céréaliers de Beauce ou les fermes de 1000 vaches, si on fait la transition, ils vont souffrir. Clairement, leur business model, c'est poubelle. Et donc forcément, attendez-vous à ce qu'il y ait de la résistance de ce côté-là. Mais de nouveau, quand on nous dit « ouais, mais enfin », et ça c'est l'objection un peu standard des néolibéraux, c'est « ouais, enfin, bon, vous n'avez quand même pas un système, vous ne pouvez pas nous dire à quoi ça ressemble une société durable. Nous, on sait comment notre système fonctionne. Nous, on a un système cohérent. Et donc, quand vous aurez un système cohérent, on discutera en entendant circulaire, il n'y a rien à voir. » Ce à quoi je réponds, écoutez, votre système est cohérent avec lui-même, mais il n'est pas cohérent avec le réel. Autrement dit, une croissance infinie dans un monde fini, c'est juste une impossibilité physique. L'homo economicus, ça n'existe pas, désolé. Les marchés efficients, ça n'existe pas. Donc, il y a une cohérence intellectuelle interne à votre système, mais il n'est pas cohérent avec le réel. Et quand le réel ne correspond pas, vous dites le réel a tort. Ben non, c'est le réel qui dicte sa loi et ce n'est pas votre théorie. Et de toute façon, il est démontré que ce système nous mène à l'effondrement. Et donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'on a sur plan la société idéale. On a pas mal d'éléments, mais on ne les a pas tous. Hein. On ne sait pas encore comment stocker de l'énergie de manière durable. C'est très clair. L'énergie renouvelable est moins programmable que le nucléaire ou que le fossile. Or, si on veut boucler notre équation énergétique, on doit être capable de stocker sans trop de pertes. Et là, on n'a pas encore toutes les solutions du monde. Donc, il y a encore du travail à faire. Néanmoins, le fait qu'on n'ait pas tous les éléments de la solution n'est pas une excuse pour ne pas engager la transition, puisque ce qui se joue, c'est quand même la survie de l'humanité. Donc voilà. Est-ce qu'on peut faire ça avec la croissance économique? Honnêtement dit, je m'en fous. Le sujet n'est pas la croissance. Je veux dire, aujourd'hui, les milieux de décision politique et économique ne jure que par la croissance, mais si on est d'accord pour dire que le PIB n'est pas l'indicateur qui nous permet de piloter nos sociétés, ne l'utilisons ni à la hausse ni à la baisse, ce n'est pas le sujet. Si ce qui nous intéresse, c'est de permettre à tous les êtres humains de mener une vie conforme à la dignité, regardons alors des indicateurs qui permettent de mesurer si on progresse ou si on recule sur ce chemin-là. Et je reprends les inégalités, notre empreinte écologique, les indicateurs de santé publique, je peux en prendre plusieurs, mais en tout cas, si ce qu'on veut à la fin c'est ça, mesurons ça. Je dis, dans les voitures maintenant on a des indicateurs de vitesse, ça on a toujours eu, on a maintenant des indicateurs de consommation. Si vous voulez optimiser votre consommation en roulant avec un moteur à combustion interne,
vous pouvez bien sûr regarder l'indicateur de vitesse parce qu'il vous donne une indication qui peut vous donner une idée de votre consommation. Alors ça va encore mieux si vous regardez le compte tour, c'est déjà plus proche. Mais si vous avez un indicateur de consommation, vous ne regardez pas la vitesse, vous regardez l'indicateur de consommation. Si ce qui nous intéresse, c'est de réduire notre empreinte écologique, le PIB ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les indicateurs d'empreinte écologique. Maintenant, ceux qui voudraient nous faire croire qu'il est possible de réduire notre empreinte écologique tout en continuant la croissance économique, je le dis, si vous pouvez me le prouver, tant mieux. Mais jusque maintenant, on n'a pas su faire la preuve qu'il est possible de découpler la croissance économique, donc la croissance du PIB, de l'empreinte écologique. Autrement dit, avec les efforts d'efficacité, par exemple énergétique, ou d'efficacité dans l'emploi des ressources, votre corrélation, je n'ai pas de tableau ici, mais donc la corrélation entre la croissance économique et l'empreinte écologique est plus faible, mais c'est toujours une corrélation positive. Hein. Autrement dit, plus de PIB, c'est plus d'empreinte écologique. Alors il croîtra moins vite si on est plus efficace, mais il croîtra toujours. Ce qu'on n'a pas encore pu prouver, c'est que c'était possible de faire de la croissance économique en faisant de la décroissance de notre empreinte écologique. Ça, et donc, on ne va pas attendre qu'on sache le prouver, parce qu'on pense, enfin, j'ai des raisons de croire, vu les lois de la thermodynamique, que ce n'est pas possible. Et donc si ce n'est pas possible, eh bien alors ce n'est pas le sujet, et ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer, quelque part d'avancer sur la promesse de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les êtres humains naissent libres, ils sont égaux en droit et en dignité. Et donc, est-ce que tous les êtres humains aujourd'hui peuvent vivre une vie conforme à la dignité? La réponse est non. Et je dirais même que ça recule plutôt que ça n'avance. Alors on va dire, oui, mais il y a des centaines de millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté. C'est vrai, on ne peut pas nier ça. Mais d'un autre côté, parmi les sociétés les plus riches du monde sont les sociétés européennes, où on voit que les inégalités explosent, et que un grand nombre de personnes, quand moi je parle avec des gilets jaunes, ils disent, écoutez, le problème, c'est qu'on est des gens qui travaillent, et malgré le fait qu'on travaille, eh bien on ne parvient plus à nouer les deux bouts. Or, notre aspiration n'est pas de faire un city trip tous les 15 jours en avion, ni d'aller 2 fois par an en vacances en avion. Hein. C'est juste pouvoir manger correctement, c'est pouvoir donner un cadeau aux enfants à leur anniversaire, c'est des choses aussi basiques que ça. On peut dire que ce sont des composantes normales d'une vie conforme à la dignité. Donc c'est bien là que se trouve le problème, je pense. Donc voilà, c'est une question d'abord de volonté politique, et c'est ça que les marches climat nous disent. Alors, elles ne sont peut-être pas encore hyper développées en France, mais je viens d'un pays où, contre toute attente, elles se sont amplifiées et intensifiées. Ce que nous disent les jeunes, c'est, écoutez, les solutions sont connues. En tout cas, le constat, il est connu. Et donc, si vous n'avez pas le feu au cul, c'est que vous ne lisez pas les études des scientifiques. 2, énormément d'éléments de solutions sont connus aussi. Simplement, c'est clair qu'ils bousculent beaucoup de monde, et en particulier les détenteurs du pouvoir économique. 3, ce qu'on veut, c'est de l'action, quoi. Les grands discours, c'est gentil, hein, make our planet great again, tout ça mange pas de pain, il faut à un moment agir. Et si l'action dément le discours, ça rend les gens en colère et légitimement. Donc, en effet, les marches pour le climat peuvent aider. Juste un dernier petit mot sur Gilets jaunes et marche climat. Ce sont 2 publics très différents, sociologiquement. Ce ne sont pas les mêmes qui marchent d'un côté et de l'autre. Mais quand vous parlez... Alors, moi, je viens plutôt du monde des marches climat. Je veux dire, Bac+5, bobo... qui n'a pas de souci de fin de mois, c'est clair, je n'ai jamais eu de souci de fin de mois. Même si je ne gagne pas ce que Zidane gagne, mais on n'a pas besoin de gagner ce que Zidane gagne pour ne pas avoir de souci de fin de mois. Mais quand vous parlez aux Gilets jaunes, c'est sociologiquement une population qui est plus précarisée, donc ce n'est pas les plus précaires, ce n'est pas eux. Ceux-là, ils ne manifestent pas. Mais c'est toute cette frange de la petite classe moyenne qui est en train d'être broyée par le système. Et quand vous parlez avec eux, ce n'est pas des climato-sceptiques, hein. Ce n'est pas des gens qui vous disent on n'en a rien à foutre de la transition. On dit juste il faut que cette transition soit juste, il ne faut pas que ce soit nous les dindons de la farce une fois de plus. Et donc que les personnes qui ont les épaules les plus larges fassent leur part du chemin, et on verra ensuite. Et ce qui est très intéressant, c'est que là où il y a les deux, en Belgique francophone, il y a les deux, il y a les marches climat et les gilets jaunes, ceux qui tentent d'opposer les uns aux autres jusque maintenant ont raté. Autrement dit, il n'y a pas... Enfin, là, c'est évidemment très, très, très tentant pour les climato-sceptiques de dire « ouais, regardez la transition écologique, vous avez les gilets jaunes dans la rue ». Les gilets jaunes vont vous dire « non, pour nous, il nous faut la transition, mais de nouveau, il faut que ce soit une transition juste ou solidaire, c'est comme vous voulez ». Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autant il y a 2 ans,
À mi-parcours de mon deuxième mandat, je me disais que j'allais arrêter là parce qu'à force de ramer à contre-courant, on se fatigue. Et le risque, c'est de devenir cynique alors. C'est de dire, if you can't beat them, join them. Profitons du système tant qu'il est là. Et donc, je me disais que j'allais arrêter, mais les encouragements que nous recevons comme écologistes et personnellement sont tellement massifs que ça serait dommage de manquer ça. Hein. Je veux dire, il n'y a qu'un réveil. Il me semble qu'il y a une repolitisation de la société. Ça, quand même. Alors, on peut dire c'est une minorité, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une repolitisation au sens noble du terme. Je veux dire que beaucoup de gens veulent se réapproprier les débats de société. Ne sont plus d'accord de simplement gober ce qu'on leur raconte et prendre pour argent comptant les balivernes de vous savez, on flexibilise le marché du travail, mais c'est pour votre bien. Hein. Vous n'aimez pas, mais c'est pour votre bien. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous ne comprenez pas. Tous ces traités de libre-échange, c'est pour votre bien. Importer 120 000 tonnes de viande, alors non pas d'alligator boréal, qui serait quelque chose qu'on ne fait pas chez nous, mais ce qu'on importe du Canada, donc le quota de 120 000 tonnes de viande par an du Canada, donc exporté par le Canada en Europe au titre du CETA, c'est 120 000 tonnes de viande de porc et de bœuf. Et aux dernières nouvelles, il paraît que le porc et le bœuf ont fait ça en Europe, me semble-t-il. Et donc, quel sens ça a? Et on va vous dire, mais si vous ne comprenez pas, c'est pour votre bien. Parce que grâce au fait qu'on pourrit la vie à nos paysans, Veolia va pouvoir vendre des services aux municipalités canadiennes. Génial! Il y a des gens qui commencent à se dire, mais vous nous prenez vraiment pour des imbéciles? Voilà, c'est là qu'on en est. On peut peut-être continuer la discussion de manière plus interactive. Je pourrais parler comme ça longtemps. Hein. Je veux dire, quand vous donnez un micro à un politique, vous savez comment ça se passe. Hein. Bon, il y en a un autre ici. Je vous laisse animer. Ou manifester votre désaccord profond avec ce que j'ai raconté. J'aime ça. Hein. J'avais 2 questions, si c'est possible. C'est possible. Tant qu'on n'est pas à parfait, 8h, il est 38, donc ça va, on a encore 1h22. Ouais. La première, c'était qu'est-ce que vous pensez du fait que pour produire la plupart de tout ce qui est produits électroniques, mais aussi tout ce qui est éoliennes et panneaux solaires, il faut souvent utiliser des métaux rares qui polluent beaucoup, qui sont souvent des monopoles de certains pays comme la Chine, la République... Vous avez lu Biwix ou Pitron? C'est le livre La guerre des métaux rares de Pitron, c'est ça, ouais. Que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Moi aussi. Et la seconde question, c'est, vous avez dû voir que Yannick Jadot a dit qu'il n'était pas opposé à l'idée de libre marché ou à s'allier avec la droite. Et justement, pour vous, que devraient faire les partis verts? Est-ce qu'ils devraient être prêts à faire une solution un peu à l'allemande pour espérer avoir plus de voix ou rester à gauche? Ah, j'adore cette question. Alors, j'ai pas beaucoup aimé l'interview de Yannick. C'était dans Le Point, je crois. J'explique la même chose, mais assez différemment. Donc, qu'est-ce qui nous caractérise? Quand on me demande, oui, mais enfin, et ça vient souvent de la droite, oui, enfin, pourquoi est-ce que vous, écologistes, êtes à gauche? L'écologie, ça ne devrait pas avoir de couleur politique, tout le monde devrait pouvoir être écologiste. Oui, enfin, sauf que l'écologie, c'est d'abord un projet de justice sociale. Alors, avec une particularité qu'elle est non seulement intragénérationnelle, mais intergénérationnelle. Donc, tous les êtres humains peuvent mener une vie conforme à la dignité. Donc, la valeur centrale de la gauche est la justice sociale. De ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. L'écologie politique est à gauche. Point barre. D'accord? Maintenant, la gauche traditionnelle a d'autres caractéristiques qui ne sont pas les nôtres. Je m'explique. L'obsession de considérer l'État, la puissance publique, comme la seule réponse admissible à tout problème. Il y a un problème qui se pose, plus l'État est la réponse. Alors, c'est particulièrement flagrant en France, où le mot « marché » est connoté très négativement. Néanmoins, je ne pense pas que beaucoup de Français aimeraient acheter tous les biens et services dont ils ont besoin ou qu'ils ont envie de se payer dans un magasin d'État. D'accord? Mais il y a une forme d'adoration de l'État en France qui est peut-être moins forte à d'autres endroits. Néanmoins, pour la gauche traditionnelle, l'État est positivement connoté versus le marché qui est négativement connoté. Et moi, je vais vous dire, l'écologie politique se méfie à parts égales de l'omnipuissance du marché et de l'omnipotence de l'État. Autrement dit, nous ne voulons pas que le marché nous dicte notre conduite de la naissance à la mort, nous surveille tous les jours, apprennent tout de nous, et c'est ce qu'on commence à voir, le capitalisme de surveillance, il est là. Mais nous ne voulons pas plus que l'État nous dicte de la naissance au tombeau ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Ce n'est pas pour ça que l'État ne peut pas nous fixer des lois,
Mais il y a une partie de notre vie qui doit échapper et au marché et à l'État. Il n'est pas question de nous laisser dicter tout de notre vie. Autrement dit, nous tenons à l'émancipation de l'être humain. Et je dirais qu'il y a de nouveau ce trait, alors qui est commun à la gauche et à la droite traditionnelle, sous des formes différentes, c'est que tant à gauche qu'à droite, quand on vient à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une vie digne pour tous et toutes, tant à gauche qu'à droite, ils ajoutent « et moi je sais ce que c'est une bonne vie pour vous ». Et donc vous allez faire comme je vous dis. À droite, ça sera plutôt le marché qui va vous le dire, à gauche, ce sera plutôt l'État. Mais cette prétention à la vie taille unique, autrement dit, il y a une seule définition, mais il se fait que ce qui est bien, enfin, ce qui vous fera vous dire à la fin de votre vie que c'était quand même une chouette vie, mais c'est des ingrédients qui ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que les miens. Il y en aura qui seront communs, il y en aura qui seront différents. Et même chose pour chacune et chacun d'entre nous. Et ça, c'est une approche, désolé d'utiliser ce mot complètement piégé en France, c'est une approche libérale. C'est de dire l'être humain, ben, il a droit à sa liberté. Je ne veux pas qu'on me dise ce qui est bien. Alors bien sûr, il y a des limites. Je ne peux pas vous tuer parce que ça me ferait plaisir de vous tuer. Il y a des interdits, d'accord ? Il y a des obligations. Mais il y a beaucoup de choses dans ma vie que je fais en dehors du marché de l'État. Pendant l'été, je suis en Saône-et-Loire et je fais des confitures. Ces confitures, pour arriver au produit fini, au pot que je n'ai pas pris avec moi aujourd'hui, mais que j'aurais dû, je dois acheter des pots. Alors je les achète au supermarché, mais en fait de plus en plus je les recycle. Parce que des pots en verre, on en trouve, et puis les gens à qui j'offre des confitures, ils me rendent les pots, bref. Mais il y a une petite partie là de matos que j'achète sur le marché. La casserole en cuivre que j'utilise, je l'ai achetée sur le marché. Les fruits, en fait, que j'utilise, la moitié, je les ai achetés sur le marché, la moitié, je les ai reçus de la nature. C'est-à-dire dans le jardin, dans la forêt. Je les ai cueillis, je les ai ramassés, et je les ai utilisés. Et puis, j'ai mis dans tout ça, avec mon épouse, du travail gratuit. Donc, qui échappe et au marché et à l'État. D'accord ? Et à la fin de la journée, on fait ces pots de confiture pour notre consommation personnelle, mais aussi pour pouvoir offrir à nos amis quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Donc, on met du sens dans ce qu'on fait là-dedans. Et donc, à la fin, nous offrons les pots. Donc, à nouveau, en dehors du marché. D'accord ? Et comme nous le faisons en dehors du marché, nous ne voulons à aucun prix que, j'ai oublié le nom de l'agence en France, mais qu'en Belgique, l'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire vienne foutre son nez dans notre cuisine. On ne veut pas de ça. Moi, je ne veux pas que l'État surveille la manière dont je fais mes confitures. On va dire, oui, mais vous allez empoisonner les gens. Pas du tout. Puisqu'en fait, on revient à la chimie des relations humaines. Si je donne des pots de confiture, c'est à des amis, et les normes de sécurité sont fixées par la confiance. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas croire que je veux vous empoisonner ? C'est que vous savez que nous sommes amis et que je n'ai pas des tendances meurtrières. Et que vous me faites confiance. D'accord ? La confiance est le substitut, enfin je veux dire plutôt la police est le substitut à l'absence de confiance. Et donc moi je ne veux pas que l'État vienne faire la police dans ma cuisine. Et ça je vous dis, c'est la partie libérale de notre ADN. Ceci dit, je vous rappelle qu'aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon libéral est connoté à gauche, d'accord ? Et que si le néolibéralisme est une... c'est même pas une déviance du libéralisme en réalité, c'est une perversion. C'est vraiment une perversion du libéralisme. Autant le libéralisme n'est pas en soi quelque chose à rejeter. Mais donc, pour revenir à ce que Yannick a dit, nous ne sommes pas des partisans de l'économie de marché dans le sens où l'économie de marché devrait tout englober. Mais il y a une place pour l'économie de marché. Je suis anticapitaliste et je le revendique. Le capitalisme est une logique du toujours plus. D'accord ? Ceci dit, on peut avoir une société qui n'est pas capitaliste et dans laquelle existe un marché, c'est-à-dire où des biens et des services s'échangent sous forme monétaire entre les gens, sans pour autant qu'on soit dans une logique d'accumulation permanente. Et d'ailleurs, on a intérêt à être capable de trouver ça parce qu'on va devoir trouver une économie en état stationnaire. Enfin, une fois que la population humaine se sera stabilisée sur la planète, on ne pourra plus avoir de croissance économique. Donc voilà, on a intérêt à trouver le moyen. Et comme nous refusons la logique de « je sais ce qui est bon pour vous »,
donc il faut une place, enfin il faut des espaces pour le libre choix des acteurs, y compris pour des libres choix économiques. Pour autant, à nouveau, que les marchés soient correctement régulés. Et donc la manière dont Yannick l'avait présenté, c'est un peu, nous croyons à l'économie de marché, mais comme si pour nous c'était la seule forme d'économie possible, l'économie sociale et solidaire. Alors, elle se joue sur un marché, mais sur un marché où la logique de profit n'est pas première. Le profit financier c'est pas le paramètre essentiel. Mais même dans l'économie sociale et solidaire, de l'argent peut s'échanger, peut changer de main, d'accord. Voilà. Donc, qu'il soit très clair que notre valeur fondatrice est la justice sociale, et de ce point de vue-là, nous sommes les héritiers de la gauche. Mais à la différence de la gauche traditionnelle, nous ne faisons pas le pari que l'État est l'alpha et l'oméga de la vie en société. Et ça, c'est important. C'est important parce que c'est ça qui, par exemple, nous distingue d'un Mélenchon qui pense la planification écologique sur le mode, et ce n'est pas une insulte, soviétique. Autrement dit, l'État doit être l'organisateur de la transition écologique. L'État doit être un prescripteur, doit être un catalyseur, ça doit être une force d'impulsion, mais l'État ne peut pas tout. Ne peut pas tout, et surtout l'État peut se tromper. Je veux dire, si vous réfléchissez à la transition, on doit quitter un système, quel système capitaliste actuel, personne n'a le système vers lequel on doit aller sur plan, en fait, si on veut y arriver, il va falloir mobiliser de l'intelligence collective. Or, comme vous le savez, et surtout dans ce beau pays qui est la dernière monarchie d'Europe, toute l'intelligence est concentrée dans un bâtiment à Paris. D'accord ? C'est évidemment un grand risque, parce que soit vous avez à peu près Dieu sur terre et il connaît tout, il ne fait jamais d'erreur, soit en fait c'est un être humain comme nous tous, et donc il fait des erreurs, et s'il se trompe, on se trompe tous. Donc, si nous voulons réussir la transition, on dit souvent transition écologique et solidaire, mais en fait c'est transition démocratique aussi, parce que le mode démocratique aujourd'hui, où finalement une élite prétend savoir mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple, est un mode dépassé. Autrement dit, ce n'est pas une démocratie propice à l'éclosion de l'intelligence collective. Et donc là aussi, vous devez repenser les processus démocratiques pour qu'ils soient beaucoup plus susceptibles de faire émerger des options différentes, parmi lesquelles il sera possible de faire des choix différents d'un endroit à l'autre du pays, ou de l'Union européenne, ou du monde, et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ou ce qui marche dans certaines circonstances et ce qui ne marche pas dans d'autres. Voilà, mais bon, vous voyez, ça mène un peu loin, mais donc c'est la réflexion que m'a inspirée. Donc c'est une question que j'ai souvent, je l'ai encore eu hier soir dans un milieu plutôt à droite, et donc j'assume complètement. Donc pour moi, ce n'est pas honteux de se revendiquer de l'affiliation de la gauche, mais il faut bien préciser les choses. Et c'est là qu'on a parfois des difficultés. Alors en plus de ça, quand la gauche traditionnelle est passée à droite, ça brouille un peu. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand la social-démocratie a rejoint en fait la doxa néolibérale, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire la gauche, dans la mesure où la social-démocratie a considéré, en tout cas ces 30-40 dernières années, qu'ils sont les dépositaires de ce que c'est être de gauche. Donc eux savent, ils sont la référence, le maître étalon, si vous voulez. Et donc, c'est eux qui peuvent juger si vous êtes de gauche ou pas. Je préfère, quand je vois les sociodémocrates au Parlement européen, qu'ils ne me considèrent pas de gauche. Parce que si être de gauche, c'est être comme eux, je préfère pas. Je préfère pas vraiment. Voilà. Ceci dit, il y a des gens bien dans la famille social-démocrate. Hein. Ils sont pas tous complètement zozo. Mais bon, ils sont plutôt minoritaires, les gens avec qui nous pouvons travailler. Mais c'était la deuxième question. Et la première, c'était quoi encore? Rappelez-moi. C'était sur... Ah oui. Oui, alors ça, c'est... Donc la question est que pour faire la transition écologique, on nous parle de formidables technologies éoliennes, électroniques, etc. Et tout ça consomme des métaux dont l'exploitation est tout sauf écologique, qui sont présents en quantité limitée sur la planète ou en quantité tellement dispersée que les extraire, les concentrer pour qu'ils soient utilisables industriellement nécessite une débauche d'énergie, voire de pétrole. Et donc tout ça ne va pas vraiment dans le sens de la transition. Et donc je vous conseille le bouquin de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, qui est une forme de vulgarisation du travail de Philippe Biwix, L'âge des low-tech, donc deux Français, donc l'un journaliste Pitron, l'autre ingénieur. Ça mérite vraiment d'être lu. Et c'est là qu'on réalise que non, simplement remplacer les techno-pétrole par les techno-vertes, ça ne résout pas nécessairement l'affaire. D'accord ? Donc la voiture électrique
peut être... Donc une voiture, un SUV électrique peut être plus polluant qu'une petite citadine à essence. Et si vous, je vais dire, en plus de ça, si vous rajoutez le paramètre de la manière dont l'électricité est produite, je peux vous construire un système où finalement, après la mutation électrique, c'est pire pour l'environnement qu'avant. Et donc c'est là qu'on voit bien que c'est compliqué et qu'on va vraiment devoir changer de système. Et c'est là que ça coince à Bruxelles. C'est qu'à la limite, si on pouvait faire le capitalisme vert, la croissance verte, juste utiliser d'autres technologies pour continuer à faire la même chose, à la limite, les idées passeraient encore. Mais quand on commence à toucher à ces choses-là, on voit qu'il faut vraiment changer profondément. Et il faut réfléchir avant de changer, parce que c'est ça qui m'effraie un peu quand je vois qu'on se jette à corps perdu dans la voiture électrique. Je voudrais quand même pas qu'on découvre dans 20 ans que tout compte fait, on aurait dû réfléchir un petit peu plus longtemps avant de faire des choix de mobilité. Voilà, parce que tout ça a des implications qui ne sont pas si jolies. Je crois que le sous-titre du bouquin de Pitron, c'est la face cachée de la transition écologique ou un truc comme ça. Ça mérite vraiment d'être lu. D'autres questions? Allez, mademoiselle là. Non, je vais demander, on va alterner un peu entre hommes et femmes. Hein. Je tiens assez à ça, parce qu'en général, les mecs sont plus prompts à poser des questions. Donc, moi, j'ai une grosse question, mais d'abord, juste par rapport à ce que vous disiez, vous avez dit que l'écologie, n'est pas forcément de gauche, mais quand même tient sa source de gauche par la justice sociale. Ah oui, ça, j'y tiens beaucoup. Oui. C'est pas forcément, je veux dire, de ce point de vue-là, on est à gauche, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que l'écologie, c'est une forme de conservatisme, dans la mesure où c'est un conservatisme de l'environnement? Juste rapidement, avant ma question, c'est par rapport à la réaction. Est-ce que vous tenez à conserver votre vie? Oui, mais... Vous êtes conservatrice? Oui. Oui. Bien sûr, moi, il y a des choses que je souhaite conserver, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est pas un vilain mot. Non, mais je disais pas ça de manière connotée, c'était vraiment par rapport à gauche-droite, le clivage classique. Oui, mais c'est nouveau, la conservation et le progrès. Oui, mais quand le progrès vous amène à une vie moins intéressante, je préfère alors la conservation. Ça dépend de quoi. Mais de nouveau, évitons de peindre le monde en noir et blanc, parce que c'est pas seulement qu'il y a 50 nuances de gris, il y a plein de couleurs. Et donc, ma vraie grosse question, c'est donc pour changer les habitudes de consommation, comment envisagez-vous de changer les habitudes de consommation, sachant qu'une partie de la population n'est pas forcément favorable? Est-ce que vous pensez que passer par des instruments plus autoritaires, ça serait pour être un moyen efficace? Vous avez raison. Le steak à 50 balles du kilo. Donc déjà, s'il n'y avait que les riches qui mangeaient de la viande, ça résoudrait une bonne partie du problème. Si vous pouvez affamer les autres, c'est pas mal non plus, parce que ça réduit leur... Et s'ils réclament, on les met au goulag. Mais en train, pas en avion, en train. Moi, je trouve que... On m'a souvent posé la question, est-ce que vous pensez que la transition écologique, et surtout vu l'urgence, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une forme de despotisme éclairé? Alors, ma réponse, c'est non, sauf si je peux être le despote. Alors là, oui. Et puis, en y réfléchissant, je me dis non, c'est pas une très bonne idée, parce que, vous imaginez, tout remonte à moi. Donc, ça veut dire que j'ai jamais de vacances. Donc... non, sauf si je peux être despote à mi-temps. D'accord? Non, évidemment que non. Parce que de nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on veut trouver les chemins de la transition, on va devoir essayer beaucoup de choses. Et donc, c'est un régime plus d'intelligence collective. Et là, la démocratie nous offre plus d'outils pour catalyser l'intelligence collective que l'autoritarisme. Maintenant, je voudrais répondre à celles et ceux qui parlent d'écologie punitive. Dans le débat belge maintenant, les écolos sont à 20%. Résultat, on se fait taper sur la figure par les chrétiens démocrates qui disent oui, eux, c'est l'écologie punitive, avec nous, vous aurez l'écologie positive. La droite nous tape dessus en disant les écolos sont bien sympas, mais ils ne savent pas compter, autrement dit, qu'on ne comprenne rien à l'économie. Et à gauche, on nous dit les écolos, c'est des bobos, et donc, si vous voulez la transition juste, ça doit être avec nous, parce que les écolos, ils vont faire la transition pour les riches. Mais donc, pour l'écologie punitive, est-ce que... Je sais que mai 68 est passé par là et que pour les 68ards, dont mon prédécesseur Danny Cohn-Bendit, il est interdit d'interdire. Mais je rappelle quand même que la loi peut libérer. L'interdiction peut libérer, je veux dire, on a inscrit l'interdiction de tuer dans nos lois. C'est pour permettre aux gens de vivre, d'accord? Il y a donc une série d'interdictions et d'obligations. Je veux dire, vivre en société, ça n'est pas je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je veux, non.
Non. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des contraintes? Absolument. Absolument. Et cette idée qu'on peut vivre sans contraintes, c'est une aberration. C'est une aberration toxique. Maintenant, je veux dire, la sagesse commence par reconnaître les contraintes que nous impose la nature. Et ces contraintes, nous devons les traduire dans nos lois. Si, pour permettre à l'humanité de survivre, on ne peut pas émettre plus que X tonnes de CO2, à un moment, il faudra qu'on limite de manière, pas arbitraire, mais contraignante, les émissions de CO2. Et donc, c'est vrai qu'on ne pourra pas tout faire. Alors, certains vont ressentir ça comme une punition, mais se dire qu'on peut faire la transition, l'écologie positive, c'est-à-dire donner des subsides à ceux qui veulent bien faire autrement et laisser les autres continuer à faire comme avant, mais c'est dire on doit continuer à faire la mondialisation néolibérale et en plus de ça, on doit filer des subsides à ceux qui veulent faire des produits qui rentrent dans le cadre de la transition en plus de la mondialisation néolibérale. Non, non, ça ne marche pas. Il va falloir arrêter de faire un certain nombre de choses. J'étais à Toulouse il y a quelques mois et je disais à un auditoire d'étudiants là-bas qu'en fait, Airbus, là, qui a son QG à Toulouse, il a 11 000 avions en commande. Si on est sérieux avec la transition, la plupart de ces avions ne devraient pas être construits et a fortiori ne pas voler. On va dire, ouais, c'est dégueulasse, c'est plein d'emplois. Oui, mais je dis, si faire voler ces avions-là tue du monde, et à la limite, à la fin, tue l'humanité, je dis, il vaut mieux pas faire quand même. Mais justement, vous parlez de... J'ai presque fini. Vous parlez justement de passer par la démocratie, mais si les écologistes n'ont pas de manière continue la majorité, comment vous allez entamer, en l'espace d'un mandat, une transition environnementale, enfin écologique plutôt? Dans l'espace d'un mandat, là, vous y allez fort. Non, on ne va pas le faire en un seul, mais on n'aura jamais la majorité à nous tout seuls, et c'est très bien, c'est ça la démocratie. Deux, il ne faut quand même pas exclure que d'autres, en dehors de la famille de l'écologie politique, commencent à réaliser qu'il faut un changement de système. Et je pense que c'est en train de se passer, beaucoup trop lentement à mon goût, mais il y en a qui commencent... Je dis, si vous prenez Hamon-Mélenchon, ces deux-là ont compris l'urgence écologique. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on répond exactement la même chose, mais je pense qu'ils ont compris. Et même à droite, il y a des gens qui ont compris qu'il y avait une urgence à changer de système. Donc, moi, j'ai entendu un ministre libéral en Belgique dire à une jeune manifestante, en fait, on doit changer de système. Il n'a pas dit, il faut qu'on améliore le système, il faut en changer. Et je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il est sincère. Donc, nous n'avons pas le monopole. Maintenant, ce que je pense, c'est que sans nous, ça ne se fera pas. Je veux dire, ça fait très longtemps qu'à beaucoup d'endroits, on gouverne sans nous. Ils ont eu toutes les occasions du monde d'engager la transition. Je n'ai pas encore vu grand-chose. Donc, c'est vrai qu'on a intérêt, et c'est notre argument de vente, de dire, si vous voulez que les choses commencent à changer, faites-nous confiance. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de voter vert? Alors, il y a bien sûr toute une série de facteurs. Je dirais, il y a des choses qui nous incombent. Je veux dire, la perception est quand même assez répandue. On nous fait souvent le reproche à gauche, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, de ne pas être vraiment soucieux de la question des inégalités. D'accord? Et ce procès, nous l'alimentons parfois nous-mêmes. Si vous écoutez mon prédécesseur, Danny Cohn-Bendit, c'est très clair que lui, l'injustice sociale, ça ne l'a jamais empêché de dormir. Et ça se sent. D'accord? Ça se sent. Mais c'est juste un exemple. Du côté des Verts allemands, on n'entend pas toujours parler jusqu'à quelques temps, avec la nouvelle direction, ça a changé, mais on n'entend pas souvent parler du fait qu'en fait, la justice climatique et la justice économique sont les deux faces d'une même pièce. Premier handicap. Deuxième handicap, c'est le fait que nous sommes perçus, et là je trouve que c'est un mauvais procès, comme des incompétents en matière d'économie. J'ai passé 22 ans pour ma part dans une multinationale, j'ai vécu l'économie de l'intérieur. Nous avons parmi nous des économistes de renom. Allez nous faire le procès de rien y comprendre. Honnêtement dit, surtout quand ça vient d'économistes néoclassiques qui sont, je suis désolé, mais des professeurs Philippulus qui connaissent rien à la vie réelle. Je veux dire que ces types soient payés par la société pour propager une religion. Moi, je suis pour la séparation de l'Église et de l'État. S'ils trouvent des gens qui veulent payer le culte néolibéral, j'ai aucun problème, mais ce sont les fidèles qui payeront, pas les contribuables, quoi. Et ils sont nombreux, ils sont majoritaires, en France en particulier, mais pas uniquement. Troisième handicap des Verts, c'est le fait que nous ne sommes pas indemnes, en particulier en France, mais pas uniquement, de la critique de finalement tout ce qui vous intéresse, vous, c'est avoir des postes.
On a vu ça. J'ai dit des écolos alimentaires, ça existe. Hein, Jean-Vincent Placé ou de Rugy ou Pompili, etc. On a bien compris. Donc tout ça n'aide pas. Mais plus fondamentalement, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de voter vert? Parce que les gens ne sont pas cons. Ils sentent bien qu'avec nous, c'est un changement de système. Et qui a envie de changer de système? Je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'aurai. Il y a une part de moi-même qui ne veut pas la transition. Parce que moi, je trouve qu'il est confortable, surtout pour des gens comme moi. Le système est quand même bien confortable. Hein. Vous savez, pendant 16 ans, les 16 dernières années de mon boulot à IBM, j'ai eu un véhicule de fonction. Tout frais payé par IBM. Donc j'ai été élu au Parlement européen à l'été 2009. J'ai dû donc rendre les clés de mon véhicule de fonction. Le véhicule de fonction en Belgique est un salaire déguisé sur lequel on ne paye pas de taxes, on ne paye pas de cotisations sociales et on vous donne une carte carburant illimitée, ce qui fait que c'est une incitation à utiliser sa voiture pour tout. Donc c'est un scandale fiscal, social, écologique. Moi qui suis l'écolo, je sais tout ça. Donc quand je rends les clés de ma voiture, vous imaginez que je me dis « Yes, je suis devenu plus écolo ». Ben non, en fait non. C'est quand même super confortable, véhicule de société. C'est génial. On doit se préoccuper de rien. J'ai pas envie de changer. Et ça, c'est vrai. Si c'est vrai pour moi, l'écolo, je pense que c'est vrai de beaucoup de mes concitoyens. Et ils savent très bien qu'avec les écolos, ça va tanguer. Ça va pas être comme avant. On va plutôt demander aux autres, hein, parce que eux, ils vont pas trop faire tanguer le bateau, quoi. Avec les écolos, on sait pas. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que les écolos seront jamais à 50%. Jamais. Vous savez, si on sort des élections avec 20% en Belgique, moi, je suis content. Hein. Avec ça, il y a moyen de peser. Un mec à l'heure. Ouais, parce que je suis à côté. Du coup, vous dites que justement les gens ne veulent pas changer le système parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils auront. Mais les gilets jaunes savent qu'ils sont un peu les perdants dans le système. Ça, c'est clair, ouais. Et pourtant, je ne pense pas qu'ils voteront écolo aux prochaines élections européennes. Du coup, comment vous expliquez le fait qu'ils ne se rendent pas compte que voter écolo, ce serait peut-être dans leur intérêt? Alors, par où commencer? J'ai fait quelques débats, pas beaucoup, mais j'ai fait quelques débats avec des gilets jaunes. Et je me rappellerai toujours du premier, c'était avec 2 gilets jaunes belges. Et c'était un débat où on mettait en face les marcheurs pour le climat et les gilets jaunes. Et il y avait au milieu des politiques. Et donc, moi, j'étais dos à des gilets jaunes et face aux marcheurs pour le climat. Et j'ai écouté les gilets jaunes. Et ça, en fait, 80% du débat, c'était autour de la problématique gilets jaunes. Hein. Ce n'était pas la problématique climat qui était dominante. Et à un moment, je leur ai dit, parce que, vous savez, c'était tous les politiques sont pourris, on ne peut plus rien attendre d'eux, etc. Et moi, j'ai répondu aussi. Donc, il y a des choses que je défendais avec eux, la justice fiscale en particulier. Mais je disais, quand vous dites tous les politiques sont pourris, c'est comme si moi je disais tous les gilets jaunes sont des fachos. C'est de l'amalgame. Et donc, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord avec la schématisation et l'amalgame auquel vous vous livrez. On se retrouve à la troisième mi-temps, après l'émission, à la buvette de la télé. Et pour vous dire, hein, un des 2 gilets jaunes, c'est un gars qui est chauffeur routier. Il se vante qu'il a appris à sa petite fille de 7 ans de donner des coups de boule au bon niveau des mecs quand ils viennent importuner à la maison. Pour vous dire le genre de niveau, il s'en vante, il trouve ça très bien. Après l'émission, je lui dis, désolé, mais on ne sait pas être d'accord sur tout. Et le type finit ma phrase en disant, ouais, mais vous et moi, on est quand même d'accord sur l'essentiel. Surprise. Donc, mon discours avait percuté. Donc, il y a des centaines de gilets jaunes français qui m'ont écrit, parce que mon discours à Macron a recirculé en boucle dans ces milieux-là à partir du mois de novembre. J'ai eu beaucoup de conversations avec, et je vais continuer à en avoir, avec des gilets jaunes français. Alors, vous allez dire, ceux qui m'écrivent ne sont pas probablement un échantillon représentatif. D'accord ? Mais ils trouvent intéressant d'engager un dialogue avec un politique dont ils savent qu'il est le président du groupe des Verts au Parlement européen. Donc, ce n'est pas si évident. C'est pas si évident que nous ne pouvons pas recueillir des suffrages de ce côté-là. Mais c'est vrai que, je dis, comment est-ce que je dirais, si nos sociétés sont assises sur 2 bombes à retardement, celle de notre empreinte écologique et celle des inégalités, celle qui motive les gilets jaunes, c'est celle des inégalités, celle qui motive les marcheurs pour le climat, c'est l'empreinte environnementale. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt les seconds qui votent pour nous. Les gilets jaunes vont plutôt aller se reporter, a priori, surtout quand les Verts sont suspects de ne pas s'occuper de justice sociale,
ils vont plutôt se reporter alors sur des gens comme Mélenchon ou comme sur Marine Le Pen. C'est assez logique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut cesser de discuter avec eux. Hein. La démocratie, c'est le dialogue. Hein. Allez. Une fille alors. Ah oui, on va faire la tirette. Hein. Vous avez dit que la politique actuelle était basée sur l'économie et aussi que ça allait donc être très difficile de changer complètement le système. Est-ce que vous ne pensez pas donc que seuls les consommateurs pourraient effectuer une véritable transition écologique, puisque eux seuls auraient un véritable impact sur l'économie? Alors ça, c'est très clair que comme consommateurs, nous votons tous les jours avec nos comportements de consommateurs. Et donc ça a une influence. Est-ce que vous êtes étonné que Carrefour, qui va mal depuis que je les connais, se jette à corps perdu dans le bio en disant « Merde, on a raté ce train-là, il faut qu'on le rattrape parce que les consommateurs veulent ça ». Donc ça a de l'influence. Mais évidemment, si le résultat après est que il faut adoucir la norme bio pour qu'on puisse en faire plus en mettant une étiquette bio dessus, on a un peu raté le truc. Donc il faut éviter. Mais clairement, le comportement des consommateurs a une influence, c'est évident. Parler du Dieselgate et du résultat en termes de vente de voitures à moteur diesel en France, c'est bien pour ça qu'à Bercy, ils chient dans leur froc en se disant « merde, c'est pas possible, on va perdre des emplois parce qu'on fait moins de moteurs diesel en France, parce que les ventes du diesel s'effondrent. » Donc oui, le comportement des consommateurs est très important. Mais le comportement du consommateur, dans un certain nombre de domaines peut susciter l'offre, dans d'autres pas. Je veux dire, il est obligé de choisir entre les choses qu'on lui offre. Il ne peut pas inventer un truc, enfin si, il peut, mais bon, alors ça veut dire qu'il doit avoir l'esprit d'entreprise et se dire, ok, je vais créer un produit ou un service qui n'existe pas aujourd'hui. Mais donc, je dis souvent, la transition, il vous faut un outil pour ça, puisqu'on doit vaincre des résistances qui sont très concentrées. Le cœur du système, on dit toujours les 1%, mais enfin, c'est même moins que ça. Quand 27 personnes possèdent autant que la moitié de l'humanité, on ne parle plus de 1%, là, on est d'une fraction de pourcent. Et pour casser une noix qui résiste très fort, il vous faut un bon instrument. Vous allez dire un casse-noix. J'aime utiliser l'image de la tenaille. Il vous faut donc un instrument, donc vous voyez ce que c'est une tenaille. C'est 2 pièces de métal dont la force sera d'autant plus importante que le bras est long. D'accord ? Plus votre bras de levier est long. C'est clair que si vous voulez piquer une moto dans la rue, vous avez besoin d'une forme de tenaille qu'on appelle une cisaille, qui est encore plus grande pour avoir un plus grand bras de levier. Donc plus les 2 bras sont longs, plus fort est votre levier. Ces 2 pièces, si vous les aviez indépendamment l'une de l'autre, vous ne sauriez pas faire grand-chose avec. Une demi-tenaille, on ne sait rien faire avec ça. On peut toujours taper sur la tête de quelqu'un, mais ça n'aide pas beaucoup. La force de la tenaille, c'est l'articulation des 2 bras. Alors, de quoi cette tenaille est-elle le symbole ? Pour moi, c'est le symbole de l'articulation entre le travail des acteurs et des actrices de changement dans les institutions. C'est le travail sur les structures, c'est le travail donc sur la loi, sur les règlements, sur les objectifs. C'est donc le travail, en mode anglo-saxon, top-down. Et puis, l'autre branche, ce sont les actrices et les acteurs de changement sur le terrain, qui dans son école, qui dans son association, qui dans son entreprise, dans son syndicat, qui inventent d'autres solutions. Plus vous avez d'actrices et d'acteurs de changement, c'est donc la taille du manche, dans le système, et plus vous en avez dans la société, en mode bottom-up, plus fort est votre levier. Mais la condition pour que ça marche, c'est l'articulation entre les deux. Pas la confusion. Et à nouveau, c'est aussi quelque chose qui nous distingue dans le débat belge de la gauche radicale, qui va aussi plaider pour la transition, etc. Mais eux prétendent confondre les deux, c'est-à-dire, comme politique, ils se prétendent l'expression des mouvements sociaux. Non, ce n'est pas la même chose. Donc quand je rencontre des marcheurs pour le climat, ils ne me possèdent pas, je ne suis pas leur propriété, pas plus que eux ne sont la mienne. Mais nous travaillons les uns et les autres, moi dans le système de décision politique, eux sur le terrain, sur le terrain de la vie quotidienne, au même objectif. Et donc il est important que nous articulions nos combats. Et donc l'articulation est absolument cruciale. Mais l'articulation, c'est l'articulation entre 2 pièces différentes, qui ne sont pas les mêmes. Et les confondre, c'est supprimer en fait l'outil. Voilà, et donc c'est à la fois le top-down, le bottom-up. Et pour reprendre le film Demain, c'était très intéressant parce que dans les mois qui ont suivi, dans une certaine classe politique en Belgique, j'entendais « oui, mais enfin, c'est quand même un film un peu anti-politique qui plaide l'action des citoyens ». Mais ce n'est pas vrai du tout, si vous regardez le film.
vous avez aussi bien des actions de type bottom-up, des gens qui font de l'agroécologie, etc., que des actions top-down. Je veux dire, le système éducatif finlandais, la mobilité à Copenhague, ce sont les pouvoirs publics qui ont décidé ça. C'est pas du bottom-up, c'est du top-down. Donc il y a les deux. Il y a les deux. Et c'est pas l'un. Est-ce que quand on me demande, oui, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas, parce qu'on entend aussi certains mouvements de la transition sur le terrain, de toute façon, il n'y a plus rien de bon à attendre du politique. Mais non, c'est un terrain qu'on ne peut pas abandonner. Comme disait un ancien Premier ministre belge, la politique, quand tous les dégoûtés seront partis, il restera que les dégoûtants. Et donc, très vite, les acteurs de terrain vont rencontrer les limites du système. Je vais dire, on peut faire tout ce qu'on veut pour organiser la vie dans un quartier. Si notre système fiscal creuse les inégalités, ce n'est pas les initiatives qu'on peut prendre dans un quartier qui vont inverser la tendance. Si on veut inverser la tendance, il faut changer nos lois fiscales. D'accord ? Et ça se passe dans les institutions démocratiques. Donc, il faut investir les deux. Le terrain de la vie quotidienne, du marché, de l'école, de l'entreprise, de l'hôpital, de la santé en milieu rural, enfin tous les terrains de la vie, mais aussi le terrain institutionnel. C'est les deux. C'est les deux. C'est en même temps, si ça vous rappelle quelque chose. Allez, on va une fois passer de l'autre côté de... Je reviendrai, on n'est pas encore parti, hein, il nous reste... qu'est-ce que c'est 48 minutes. Bonsoir. On sait qu'effectivement, changer nos habitudes, c'est difficile. J'ai travaillé depuis quelques mois sur la démocratie et sur la gouvernance partagée. Et je me rends compte que c'est extrêmement difficile de changer sa façon de raisonner. Et surtout, c'est très difficile de le faire en groupe. Comment on peut faire pour mettre en place des systèmes de ce type-là à grande échelle ? Des systèmes de démocratie participative De démocratie participative et de gouvernance partagée. C'est une bonne question. Comment est-ce que je dirais ? Le début, me semble-t-il, c'est la conscience que j'ai quelque chose à apporter. Parce que, pourquoi est-ce que j'irais prendre du temps ? Enfin, bon, décider de notre vie en commun, ça demande des efforts, ça demande de passer du temps et de l'énergie, de mettre du temps et de l'énergie là-dedans. Et c'est vrai que c'est confortable quand on peut se dire « d'autres s'en occuperont et je m'en fous ». Mais c'est important qu'on puisse dire « d'autres s'en occuperont ». Autrement dit, même moi, qui suis un élu dans le système traditionnel, je vote à Strasbourg tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis midi, parfois pendant 1 heure ou 2, parfois pendant 20 minutes. Mais est-ce que vous imaginez un instant que je sais la portée de chacun de mes votes ? Absolument pas. Absolument pas, c'est impossible. C'est impossible. Quand vous votez 1000 amendements sur un texte, vous ne pouvez pas savoir la portée de chacun de ces amendements. Mais c'est un travail d'équipe. Je fais confiance, quand il s'agit de politique agricole commune, à José Bové et les autres collègues qui s'occupent d'agriculture. Quand on fait de la régulation financière, les autres du groupe des Verts font confiance à l'équipe dont je fais partie en commission économique et monétaire. Chacun joue sur son compartiment de terrain et fait confiance aux autres. Donc, le fait de pouvoir s'en remettre à d'autres est super important en démocratie. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas s'occuper de tout le temps. Et d'ailleurs, même moi, je ne souhaite pas m'occuper de tout le temps. J'aime pouvoir dire, bon, ça, c'est quelqu'un d'autre qui décidera et je sais que je peux leur faire confiance parce qu'on a une base de valeurs partagées. Et ça, c'est la base de la confiance, évidemment. Mais je n'aurais pas envie de participer. Enfin, autant j'aime pouvoir m'en remettre à d'autres, autant j'aime aussi pouvoir avoir mon mot à dire. Maintenant, si j'ai grandi dans un système où circule, il n'y a rien à voir, de toute façon, tu ne peux rien avoir d'intéressant à dire. Et ça, c'est aussi assez présent en France. Je veux dire, le système éducatif et je dirais la méritocratie républicaine, c'est quand même, si le type a 2 gallons de plus que toi sur les épaulettes, forcément, il en sait beaucoup plus que toi. Et donc, ferme ta gueule parce que lui, il sait et tu ne sais pas. Et d'ailleurs, toute l'attitude d'Emmanuel Macron, c'est ça. Hein. Je veux dire, fondamentalement, donc quand je lui ai fait le discours, mais je n'ai pas été privilégié. Il répond à beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec lui de la même façon. Quand je lui ai donné la corde, il m'a dit « Vous avez dit beaucoup de bêtises, non de stupidité », c'est le terme qu'il a utilisé. Et puis, en public, il a dit « Vous avez dit bêtises et contre-vérité ». Quand il m'a serré la pince à la fin de la séance parlementaire, il m'a redit que j'avais dit beaucoup de bêtises. Et puis, quand on s'est revu 1 heure plus tard au déjeuner, il m'a redit que j'avais dit beaucoup de bêtises. Donc, et il le dit beaucoup. Il le dit beaucoup. Et donc, c'est « je sais, tu ne sais pas ». Mais quand on vit depuis des décennies dans ce système-là, ça ne donne pas envie aux citoyens de se dire peut-être que j'ai quelque chose d'intelligent à dire
sur quelque chose. Moi, je dis souvent, personne ne sait tout de tout, et pas plus Emmanuel Macron que quelqu'un d'autre, mais tout le monde sait quelque chose de quelque chose, parce que tout le monde vit. On a au moins une intelligence de notre vie. On sait ce qui marche dans notre vie et ce qui ne marche pas. Et donc, alors bien sûr, il ne faut pas nécessairement généraliser, mais on sait reconnaître une carabistouille quand on nous la raconte. Et donc, c'est ça l'intelligence collective. Et ça, mais ça s'apprend. Ça s'apprend à l'école, ça s'apprend en famille. Le fait de pouvoir participer à la décision. Parce que c'est d'abord une attitude. On peut créer toutes les institutions qu'on veut. Si on apprend aux gens qu'en fait, ils n'ont probablement rien d'intéressant à contribuer, les institutions resteront vides. Si vous regardez le témoignage de Joe Spiegel, le maire de Kingersheim, là, près de Mulhouse, qui essaie depuis longtemps de faire une démocratie plus participative dans sa ville, il me dit que c'est quand même toujours les mêmes qui viennent, et c'est très difficile de motiver les citoyens à prendre leur part de la réflexion. Donc je n'ai pas de recette. Mais pour moi, l'appétit vient en mangeant. Je constate que, par exemple, alors, on est encore loin d'une démarche d'intelligence collective, mais dans des pays comme la Californie ou la Suisse, on recourt au référendum d'initiative citoyenne régulièrement, mais les gens s'y intéressent. Et je veux dire, quand en Suisse, on a voté au mois de juin, alors la réforme n'est pas passée, mais quand la question qui était posée, c'est est-il normal que la création monétaire soit essentiellement l'apanage des banques privées? Autrement dit, est-ce que la création monétaire ne devrait pas être quelque part, puisque c'est un bien commun, assumé par la collectivité et pas par des banques privées? La réponse a été non, on reste dans le système actuel. Mais c'est ça qu'on a débattu. Ça, c'est un sujet absolument macro. Et beaucoup de citoyens se sont emparés du sujet. Si on fait un référendum comme en France tous les 35 ans, c'est un exercice de défoulement collectif. Si on en fait un tous les trimestres, ben les gens répondent à la question qui est posée. Et si on pose la question, c'est peut-être que j'ai quelque chose à dire dessus. C'est un changement de civilisation, hein. Mais je n'ai pas de recette pour ça. C'est aussi en marchant qu'on apprend, quoi. Mais ça commence vraiment tout petit. Pour moi, ça commence vraiment dans la famille, à l'école. Et si à l'école, enfin de nouveau, mon épouse est dans le système éducatif en Belgique, elle n'est pas française, mais elle donne des ateliers parfois à des profs français qui lui disent que le système scolaire français, c'est quand même beaucoup je te donne à bouffer et toi tu ingurgites, quoi. C'est pas une démarche où on fait émerger de l'intelligence, quoi. Voilà. Merci. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Madame ici devant? Allez. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, bravo pour la corde. Merci. Je vous félicite. C'est une idée de mon épouse, hein. D'accord, eh ben, vous remercierez votre Elle épouse. m'avait dit, tu ne peux pas rester dans le langage verbal. C'était le discours le plus important de la législature pour moi, c'est très clair. Donc je l'ai préparé pendant 4 mois. Et elle m'a dit, si tu veux vraiment marquer les esprits, tu dois recourir au langage symbolique. Et c'est elle qui a trouvé le symbole. C'était magnifique. Ben, je lui dirai. Et donc, j'aimerais également revenir sur... ça fait un petit peu partie de la question précédente. J'aimerais venir sur le thème des ZAD, les zadistes. Ouais, ouais. Donc, ma fille en est une, hein, donc... Oui. Donc, eux, ce n'est pas seulement une zone à défendre, ils viennent principalement pour les terres, mais ensuite pour inventer un autre système de vie qui est, entre guillemets, en dehors de la politique, mais où chaque être humain s'assemble, se relie et avance dans la même direction les uns les autres. Pas toujours dans la même direction, hein. Pas toujours, oui, c'est sûr. Ça peut être sportif, hein, les c'est un complément, on va dire. Chacun est complément des autres. Et donc, et c'est ça aussi le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que lorsque le peuple ne rapporte aucun financement à l'État, l'État vient écraser ce peuple-là. Et donc, alors quelles sont les solutions quand un pourcentage du peuple a les solutions? Pas tout le pourcentage, on est trop nombreux, nous n'irons jamais dans les mêmes directions. Mais si un pourcentage a ces solutions-là, pourquoi l'État ne les laisse pas tranquilles pour aller vers des directions humanistes et écologiques, tous ensemble? Parce que c'est abandonner ce bien addictif qu'est le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est affirmer un pouvoir sans partage. Admettre qu'après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, les quelques centaines de zadistes là-bas trouvent une manière de pérenniser leur implantation locale, de manière autonome de l'État, ou même avec la médiation de l'État, parce qu'on a connu ça à l'époque de la fin du Larzac. Donc le Larzac avait été occupé quand le projet d'extension du camp militaire a été abandonné.
une solution a été trouvée, qui a été négociée d'abord principalement par les acteurs. Alors dans le respect évidemment des droits de propriété des détenteurs qui avaient été expropriés et qui récupéraient leurs droits de propriété, mais ça a été médié par les représentants locaux de l'État, mais pas du tout dans une approche de maintenant on va vous dégager. Ici, l'opération qui a eu lieu après l'abandon du projet, c'était on va quand même leur rappeler qui est le chef ici. C'était vraiment ça. Ma fille y était. On était en Bretagne. Elle devait venir passer une semaine en famille avec nous. Elle est arrivée le lundi et les opérations commençaient le mardi à la ZAD. Et elle y est allée avec son copain et elle nous a laissé le gamin. Et voilà. Mais c'était vraiment ça. C'est la volonté quasi militaire d'affirmer le pouvoir absolu de l'État. La France est restée une monarchie. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, et la monarchie ne s'accommode pas d'une diffusion du pouvoir, d'une éclosion des initiatives. La monarchie veut tout contrôler. Donc il n'y a pas de solution au final. Si, il faut une 6e République. Ça, je pense. Non, mais c'est sûr. L'élection du président de la République au suffrage universel est un cancer. C'est un cancer de la démocratie. Parce que finalement, même chez les Verts, il y a des gens qui se disent « Ah, ça pourrait être moi ». Et là, ça rend fou. Alors, l'actuel occupant avait des prédispositions, je vous le concède. Mais vous me mettriez dans sa situation, je deviendrais fou. Et juste une petite dernière question. Que pensez-vous d'un des plus gros lobbyistes qui existent en ce monde, c'est-à-dire Coca-Cola, qui aujourd'hui se fait sponsor de l'Union européenne? Non, pas de l'Union européenne, de grâce. Non, Alors, oui, si. Donc, d'une présidence, d'un gouvernement de l'Union européenne, c'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu. Mais aussi de partis européens. Monsanto a payé le parti des... Enfin, alors ils vont dire, mais non, ils payent pour nos congrès annuels. Oui, mais ils payent quoi? Par des intéressements, parce qu'ils trouvent que c'est génial ce que vous faites, les copains? Ou ils payent pour avoir accès aux décideurs politiques? Ben oui, on a bien compris. Donc on monnaie l'accès aux décideurs politiques. Et c'est vraiment scandaleux quand des présidences tournantes de l'Union sont sponsorisées par des entreprises privées. Moi, je trouve ça un scandale absolu. On n'arrête pas de nous dire depuis des années, oui, allez, il faut réduire les impôts que paient les multinationales pour ensuite qu'elles reviennent par la fenêtre en payant ce qu'elles veulent bien payer parce que ça les arrange. Non, il faut leur faire payer des impôts et avec ça, on sait financer les événements publics et il n'y a pas de problème. Simplement, il faut juste avoir le courage d'exiger les impôts. Et là, le levier européen est absolument crucial parce que la France, la Roumanie, la Belgique peuvent bien sûr dire aux multinationales de payer l'impôt, mais contourner la France, la Belgique ou la Roumanie, c'est facile. Contourner l'Union européenne, c'est pas possible. Parce que l'Union européenne a la clé du marché unique. Et si elle dit à Coca-Cola, à Google, à Monsanto, à Ikea, écoutez les gars, vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vendre en Europe, c'est eux qui reviendront en rampant, en demandant à pouvoir vendre ici. Toutes ces multinationales ne peuvent pas faire l'impasse sur le marché européen. Sauf si, évidemment, ça devient la guerre civile en Europe, alors bon, c'est fini le marché intérieur. Mais tant que l'Europe est en paix et est un marché solvable, eh bien, nous avons un levier. Mais donc, pour ça, il faut agir ensemble. Il faut vraiment agir ensemble. Mais ce n'est pas possible avec le fait que, par exemple, Apple a son siège en Irlande et paye moins d'impôts en Irlande. Alors, on n'arrivera jamais à une entente entre les 27 pour décider de cela. Si on n'arrive jamais, alors on arrête avant de commencer. Moi, je pense qu'il y a des événements qui, à un moment, peuvent faire évoluer les choses. Je note d'ailleurs que la Commission européenne a imposé au gouvernement irlandais de récupérer 12 ou 13 milliards de cadeaux fiscaux faits à Apple. Et Apple, qui a eu des mots, enfin Tim Cook, le patron de Apple, a utilisé des mots insultants par rapport à la décision quand elle a été prise. Enfin, à la fin des fins, il a quand même dû verser l'argent sur un compte bloqué en attendant que l'appel se règle. Mais probablement qu'ils perdront leur appel. Et puis voilà. Donc quand c'est l'Union européenne, il n'y a pas moyen de contourner maintenant. C'est sûr que si on voulait harmoniser l'impôt des sociétés en Europe, là, il faut l'unanimité des États membres. Maintenant, rien n'empêche la France et l'Allemagne d'harmoniser l'impôt des sociétés déjà entre eux. Et rien n'empêche la France et l'Allemagne de faire pression sur d'autres États de l'Union européenne. Vous savez, quand vous êtes contributeur net de l'Union européenne et que les autres ne veulent pas jouer le jeu, vous pouvez dire, écoutez, prochain budget européen, nous, on ne va pas continuer à payer pour la politique agricole en Irlande si l'Irlande continue à nous piquer des recettes fiscales. Ceci étant, je note quand même que Apple a 7000 personnes employées en Irlande, donc ce n'est pas une société boîte aux lettres. Donc il faut faire bien attention, il faut être exact dans les faits. Aux Pays-Bas, il y a 13 000 sociétés boîte aux lettres. Beaucoup d'entreprises technologiques qui sont installées en Irlande le sont vraiment.
et ont vraiment beaucoup de... D'ailleurs, c'est comme ça qu'à Dublin, vous trouvez des Européens, parce que c'est toutes ces entreprises technologiques, mais c'est aussi des call centers et toutes sortes de choses. Dublin est devenu une ville cosmopolite. Hein. Et donc, il y a une vraie activité là-bas. Maintenant, il faut aussi être à l'écoute d'un gouvernement comme celui de l'Irlande qui dit, écoutez, regardez un petit peu la carte d'Europe. Regardez un petit peu la situation géographique de l'Irlande. On est complètement désavantagé par la géographie. Qui viendrait s'installer chez nous? Donc si nous voulons avoir une part de l'activité économique européenne, il faut bien qu'on ait un argument. Alors un argument, ça peut être la qualité de nos systèmes légaux, ça peut être la qualité de nos universités, ça peut être la qualité de nos infrastructures, mais c'est aussi parfois des cadeaux fiscaux. Et donc eux ont encore une raison objective. La Belgique n'a aucune raison objective de faire des cadeaux fiscaux aux multinationales. On est au cœur géographique du marché intérieur. Et donc, on n'a aucune raison de le faire. Mais donc, si vous voulez harmoniser l'impôt des sociétés en Europe, vous devez être capable de dire à des pays comme l'Irlande, écoutez, d'une part, on va faire en sorte que dans le budget européen, eh bien, l'Irlande reçoive quelque part des compensations, autrement dit que ce que le marché ne vous apporte pas, eh bien, ce soit le mécanisme de redistribution du budget européen, mais pour ça, il faut un budget européen beaucoup plus substantiel, et là, Macron a raison, il faut un budget de la zone euro solide. Par ailleurs, on peut aussi dire, voilà, on harmonise l'impôt des sociétés, donc ça veut dire une seule définition du profit, une allocation du profit sur des bases objectives entre les États membres, et un taux de référence. Mais, sur base de critères objectifs, des États membres peuvent dévier du taux de référence du moment que c'est de manière concertée et justifiée. Autrement dit, l'Irlande pourrait dire, ben voilà, le taux de référence de l'impôt des sociétés, c'est 25%, mais pour compenser mon désavantage géographique, je vous demande l'autorisation de pratiquer 16%. Voilà. Et si c'est fait de manière concertée, moi, ça me va. Ça me va. Mais donc, il faut avoir le courage de rentrer dans cette démarche-là. Maintenant, beaucoup d'États membres vont dire « Ah non, on ne peut pas faire ça », parce que je me rappelle, j'avais un jour eu une conversation avec le Premier ministre en Belgique, en privé. Il me disait « Oui, mais si la Belgique devait arrêter de faire sa part, enfin, arrêter d'être un paradis fiscal pour les multinationales, nous perdrions, nous, Belges, 3 milliards de recettes fiscales. » Donc, ça, en fait, il admettait que nous piquions de l'assiette fiscale aux pays voisins à hauteur d'une recette fiscale de 3 milliards. Donc on piquait une assiette beaucoup plus grande que 3 milliards. Hein. Donc quelque part, on fait du détournement d'assiette fiscale, forcément. C'est ça l'idée de la concurrence fiscale. Mais ce qu'il ignore, enfin ce qu'il ne voulait pas reconnaître, c'est qu'une harmonisation fiscale de l'impôt des sociétés n'est pas un jeu à somme nulle. Hein. C'est un jeu à somme positive pour les pouvoirs publics. Parce que bien sûr, les seuls gagnants de la concurrence fiscale, ce sont les contribuables, les gros contribuables. Si nous harmonisons, ils vont se retrouver à payer beaucoup plus. Les multinationales en Europe, elles payent entre 0 et 5% d'impôts sur leurs bénéfices. Si demain, elles doivent payer 25%, ben, la recette fiscale totale à distribuer aux États membres sera beaucoup plus importante. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Mais on va vous dire, ah oui, mais non, parce que le marché, c'est de nouveau la doxa néolibérale. L'État est un mauvais allocateur de ressources, donc prendre des impôts, c'est une mauvaise idée. Par contre, le marché est un bon allocateur de ressources. Ben, on a vu avec la crise financière que... ce n'était pas tout à fait le cas. On va dire. L'État peut être un mauvais allocateur de ressources aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de miracle. De nouveau, l'intelligence collective nous permet d'éviter des erreurs. Ceci dit, l'erreur est humaine et donc on fera des choix d'investissement, que ce soit dans le privé ou dans le public, qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Ce n'est pas le fait d'être privé ou public qui fait qu'on fait des bons ou des mauvais investissements. C'est tout le mécanisme de gouvernance, c'est la compréhension du réel qui fait qu'on va investir. Allez, la Banque Centrale Européenne imprime de la monnaie, a imprimé de la monnaie à hauteur de 80 milliards par mois pendant 3 ans, et elle a fait confiance au secteur financier pour allouer ses ressources. Mais oui. Donc en fait, c'est ça qui s'est passé. Je veux dire, la création monétaire par la Banque Centrale Européenne, c'est des rachats d'actions et d'obligations directement auprès du secteur financier ou de certaines grandes entreprises. Donc des grandes entreprises pouvaient en fait s'endetter directement à la Banque Centrale Européenne, ce que les États ne peuvent pas faire, d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est fou. Donc la Banque Centrale Européenne a racheté des obligations d'entreprises, des obligations de banques, a racheté des prêts de banques, mais ne peut pas prêter directement aux États. Donc elle peut racheter des obligations publiques via le secteur financier, mais jamais en direct. C'est interdit par le traité. Ceci dit, elle l'a fait massivement. Mais, je veux dire, le résultat concret de cette inondation de liquidités, c'est la création de bulles. Et donc, au lieu de cibler, de flécher moi, j'ai dit ça à Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fléché au moins une partie de la création monétaire vers la transition écologique, sachant qu'on doit le faire? La réponse est, oui, mais nous ne voulons pas nous substituer au marché. Markets know best. Les marchés savent mieux. C'est de l'idéologie, pur jus.
mais c'est le genre d'idéologie qui font que on fait des bêtises. Alors, allez-y. Ah non, là-bas, puisque le micro se balade là-bas. Bonjour. Alors moi, j'ai une question complètement différente. C'est par rapport à la façon dont les écologistes communiquent. Pour moi, tout à l'heure, vous parliez du fait que l'écologie était de gauche. Je le pense aussi. Mais je pense aussi que les écologistes ne sont pas assez politiques dans leur façon de faire campagne. Dans le sens où ils se coupent de toute une frange de la population parce qu'ils ne sont pas capables de voir leurs attentes et ce qui les touche le plus. Un exemple ? Je vais prendre un exemple concret. C'est les migrants climatiques qui vont exister dans les années jusqu'à 2050. J'ai lu un chiffre récemment, je crois que c'est 90 millions de personnes en Afrique subsaharienne. Donc si on résume, sur les 30 ans, ça fait à peu près 3 millions de personnes par an. C'est beaucoup plus que la guerre en Syrie. S'ils viennent d'ici, hein ? Oui, mais en Afrique subsaharienne, il y a de grandes chances qu'ils viennent en Europe. Non, la plupart des migrants restent au sud. Hein. L'immense majorité des migrants ne se déplacent pas du sud au nord. Le gros des migrations, c'est sud-sud. Hein. Faut pas oublier ça. Oui, mais dans un contexte écologique, c'est les pays les plus défavorables qui sont touchés, et donc ils n'ont pas d'autre solution que l'Europe. Surtout qu'on sait très bien que les climats les plus arides sont les plus touchés, et les climats européens qui sont plus doux auront beaucoup moins de répercussions sur le réchauffement. Vous pouvez les envoyer en Sibérie si vous voulez. Non, c'est pas dans ce sens-là ma question du tout. C'est justement l'approche qu'il faut être faite. Quand on voit ce qu'a créé la guerre en Syrie avec seulement 5 millions de personnes et le désordre qu'il y a eu en Europe. 12 millions. Enfin oui, 5 millions qui ont 5 millions qui ont quitté la Syrie pour l'Europe en 5 ans, et donc une pagaille monstrueuse et tout un relent de nationalisme et de haine de l'immigré. Pourquoi cette question-là des migrants climatiques n'est jamais mise en avant par les politiques pour aussi capter l'attention des personnes qui sont sensibles à tous ces sujets de l'immigration? Je pense notamment à toutes les politiques de droite qui sont majoritairement réfractaires à l'écologie, parce que pour eux c'est c'est une notion de fin du monde et un peu de communisme, alors qu'ils ont aussi des problématiques qui pourraient complètement aller dans leur sens, et on communique jamais. J'ai un peu l'impression que c'est aussi une sorte de bien-pensance, où, vu qu'il y a quand même beaucoup d'origines venant de la gauche dans l'écologie, donc on n'ose pas parler de ce combat-là et des conséquences. On devrait agiter le risque de migration climatique pour totalement. Je pense que la communication écologiste telle qu'elle est aujourd'hui ne pourra jamais faire que l'écologie soit quelque chose d'universel. Et le meilleur exemple, je dirais, c'est les zadistes. Tant que les écologistes et les Verts soutiendront plus les zadistes qui ne parlent d'autre chose, ça monopolise trop l'opinion des écologistes et le dialogue pour que la vision écologiste devienne universelle. Ouais. Je sais pas. Bon, d'abord, universel, ça sera jamais. Hein. Universel, ça sera jamais, mais on a besoin que ça soit plus que 20% de la population si on veut changer le système. Et donc, en se concentrant sur des exemples de 1000 personnes, 2000 personnes, on prend le risque de complètement détruire un message qui pourrait être plus global, en fait. Parce que vous dites qu'un électorat de droite est hérissé par les zadistes. Ah, bien sûr que oui, j'en suis 100% convaincu. Et donc, si on s'affiche trop avec eux, on risque de les perdre. Oui, parce que justement, ça noie le dialogue. En fait, ça noie le message renvoyé, et ça renvoie à des clichés des années du XXe siècle, en fait. Alors, qui est qu'en fait, les écologistes seraient des communistes qui seraient devenus de rouge à vert. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, moi je peux vous parler de mon expérience de terrain en Belgique, donc dans un parti écologiste qui marche plutôt bien et qui va chercher des électeurs, pas seulement, donc on a grandi d'abord avec, on va dire, la frange d'intello de gauche, et puis les chrétiens démocrates de gauche, les cathos progressistes, et puis on a commencé à ramasser de l'électorat au centre droit. Maintenant, je préfère toujours cueillir les fruits qui sont les plus bas sur l'arbre. Donc, je vais pas. Donc, quelqu'un qui est de droite autoritaire, ça ne m'intéresse pas d'aller chercher, c'est trop fatigant. Par contre, des gens qui votent à droite et qui réalisent de plus en plus que l'économie d'aujourd'hui est une économie de rentiers et pas une économie d'entrepreneurs, et qui sont en fait des gens qui aiment les entrepreneurs. S'ils nous entendent parler de notre parti pris pour les entrepreneurs contre les rentiers, ça c'est un langage qui leur parle. C'est un langage qui leur parle. Et là, subitement, ils se disent, tiens, continuez un peu, vous nous intéressez.
quand on commence à parler des opportunités aussi business de la transition, ils vont dire, ah bah tiens, moi je parle avec des entreprises qui ont tout à gagner de la transition. Quand je suis confronté, j'étais encore récemment à un événement au Parlement européen où la Fédération européenne des petites et moyennes entreprises présentait ses priorités, et se trouvait là un représentant du patronat européen, le MEDEF européen, qui en fait défend surtout les grosses entreprises. J'ai pris à partie de manière assez tranchée le représentant de Business Europe, donc de la Fédération des grandes entreprises européennes, pour prendre la défense des PME. Je me suis fait beaucoup d'amis dans un milieu qui vote d'habitude libéral ou chrétien-démocrate. Et donc c'est d'abord là que je vais aller. Par contre, je ne vais pas cacher, je l'ai fait quand Macron est venu, que même si je ne veux pas vivre la vie de ma fille, je ne veux pas vivre une vie de zadiste, la plupart des zadistes, c'est des désobéissants civils qui résistent au rouleau compresseur du système. C'est plutôt des alliés que des adversaires. Je ne serai jamais d'accord avec les gens qui recourent à la violence et qui vont juste accélérer le passage à l'état policier, mais par contre, c'est plutôt des alliés, je ne vais pas m'en cacher. Et des gens vont dire, oui, c'est un peu gênant, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de voter Lambert. Et même par rapport aux zadistes, pour en revenir à eux, justement, moi je trouve qu'il n'y a pas de lien avec une écologie politique, parce que c'est des mouvements un peu individualistes, si je peux me permettre. Non, ça, Si, dans le ça sens... dépend, vous avez tout là-dedans. Mais oui, non, mais... vous ne pouvez pas dire... Vous ne pouvez pas avoir un amalgame en disant c'est des gros individualistes. Non, ce sont des gens qui... Enfin, c'est une petite communauté qui se sépare du reste du groupe. On est bien d'accord sur ce point-là. Oui, mais non. parce que... Oui, non, c'est ce que je croyais, mais non. Ouais, c'est un monde parallèle un peu. Mais oui, il n'est pas déconnecté du nôtre. Il ne vit pas dans un univers parallèle, mais il essaye de se rendre aussi indépendant que possible de la société de consommation et d'extraction, quoi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais pas en étant tout à fait déconnecté. C'est ce que je croyais. Alors, il y a là-dedans des gens... Moi, j'ai lu de la littérature, notamment les trucs du comité invisible. Je suis horrifié quand je lis ça. Et je le dis. Je veux dire, j'ai eu des discussions avec ma fille qui n'étaient pas plaisantes à entendre pour elle, parce qu'il y a chez certains une exaltation de la violence physique que les nazis n'auraient pas renié. Hein. Je veux dire, quand ils disaient il faut aller brûler le Parlement en Grèce, et c'est quand même dommage que la foule ne nous a pas suivis. Ben non, parce que la foule n'est pas nécessairement violente. Il y a des choses que je récuse complètement dans la littérature de certains de ces gens-là. Ça ne veut pas dire pour autant que je mets tous les zadistes dans le camp d'idéologues à tendance autoritaire. Oui, mais c'est bien pour ça que les partis écologistes devraient s'en séparer, parce qu'il y a trop de mouvances dans les zadistes pour pouvoir les séparer. Nous sommes séparés. Non, mais dans eux, le sens... c'est eux, nous, c'est nous. Oui, mais politiquement, les partis écologistes prennent très vite le parti des zadistes. Quand la cause en vaut la peine, je veux dire, un éléphant blanc comme Notre-Dame-des-Landes ou comme Bure ou comme des trucs pareils, sont des combats qui en valent la peine, donc on va quand même pas se cacher, non? Bah, en partie, enfin, tout le monde est dans les zadistes qui étaient dans la défense, tous n'étaient pas là. Il y a aussi une partie qui est anarchiste. Je vais attendre que tous semblent à 100% non. bien. Vous savez, dans les gens qui ont voté contre le CETA, il y a toute l'extrême droite. Comme l'extrême droite votait contre le CETA, j'aurais dû voter pour. Bah non. Non, mais c'est justement, enfin, je pense c'est l'exemple typique de cas où on se concentre trop sur des sur des épiphénomènes au lieu de se concentrer sur le phénomène global. Bah écoutez, Yannick Jadot passe plus de temps à travailler sur les structures de l'exploitation qu'à Bure ou à Notre-Dame-des-Landes. Hein, oui, mais là, c'est par rapport au grand public, ce dont je parle, et la communication faite au grand public. En termes de temps de parole, je pense que les zadistes ont pris bien plus que la question écologique en général. Je sais pas, moi en tout cas, si je veux convaincre, je veux qu'on parle plus, je l'ai dit à Yannick, de la question de l'injustice sociale. Autrement dit, on ne peut pas se contenter de parler de la question de notre empreinte écologique. Ça, c'est la priorité des priorités, parce que aussi longtemps qu'on sera perçus comme des bobos qui sont juste intéressés à avoir des forêts propres pour aller promener le week-end, on restera un parti marginal. Et donc, si on veut devenir un parti qui joue en D1, eh bien, il faut clairement affirmer que pour nous, le social et l'environnemental et le démocratique sont indissolublement liés. 2, il faut qu'on casse cette perception qu'on a de nous comme des incompétents économiques. Ça, c'est la priorité des priorités. Et je ne pense pas que c'est le fait de s'afficher ici et là avec des gens qui sont dans la désobéissance civile qui nous nuit le plus. Je ne pense pas.
Mais bon, je n'ai pas la même lecture que vous, hein. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que remédier aux deux déficits que j'ai indiqués sur le social et sur l'économique, c'est beaucoup plus urgent que prendre des distances avec des indices. D'autant plus que quand on recourt à de la violence disproportionnée, on n'est pas d'accord. Ceci étant, je vous rappelle quand même qu'à Notre-Dame-des-Landes, c'est 11 000 grenades de désencerclement qui ont été utilisées. 11 000. 11 000. Ils étaient combien de centaines, les gens ? Je veux dire, quand je vois les moyens de répression utilisés vis-à-vis des zadistes et plus encore vis-à-vis des Gilets jaunes, honnêtement dit, je deviens encore plus opposé à l'État policier. Ah, je suis entièrement d'accord. Enfin, pour moi, oui, mais donc à un moment, il faut choisir son camp, je suis désolé. Moi, c'est combien de lanceurs de flashballs qui ont été lancés contre les manifestants ? C'est une arme interdite dans la plupart des États de l'Union européenne. Et le roi Macron l'utilise, envoie ses dragons contre la plèbe en tirant à tort et à travers. Non, je suis désolé, là, moi, j'ai choisi mon camp. Oui, non, mais ça, enfin, vous voyez, là, on est encore en train de se recentrer sur ça. Enfin. Ben non, c'est vous qui l'emmenez. Non, mais je sais. Moi, c'était pas mon sujet. Non, mais par rapport à. Vous voulez en parler ? J'ai de quoi vous répondre. Non, mais sur la violence, enfin, je pense, enfin, oui, si vous le pensez, mais moi, je pense vraiment que les écologistes devraient, s'élargir de ces sociétés, enfin, de ces sujets-là, parce qu'ils sont trop connotés. Non, mais justement, je pense que dans toutes les ZAD, on touche en fait à l'ADN du système. Ce sont des endroits où l'ADN du système se manifeste dans le réel. Et donc, c'est normal que ce sont des points de résistance. Et il faut que ce soit clair qu'on est du côté des résistants et pas du côté du système. Ça, ouais, désolé. Mais vous n'êtes pas obligé de voter pour nous, hein. Ah, mais moi, je rêverais que votre système arrive, mais malheureusement, je pense que c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Ah, bah écoutez, je prétends pas avoir toute la vérité. Si vous avez d'autres méthodes, c'est pour ça aussi que je dis, les écologistes n'ont pas le monopole de la transition écologique et solidaire, hein. Alors, plutôt par là, alors, on va revenir plutôt par devant ou... Ouais. Faites circuler le micro et on va les prendre. Il reste 18 minutes, je vais essayer de faire des réponses plus courtes. Oui, donc j'avais une question par rapport à un sujet dont on n'a pas trop parlé, c'est peut-être le nucléaire. Personnellement, j'ai deux pays de référence, c'est la France et le Danemark. Et le Danemark, au contraire de la France, a refusé le nucléaire dans les années 70. Et résultat, notre empreinte écologique, elle est, enfin, surtout au niveau énergétique, il est monstrueux, parce qu'on a peut-être 25% de renouvelables, ce qui est plus que la France. Mais le reste, c'est du charbon, en gros. Tout à fait. Et quand on lit les rapports du GIEC et pas mal de rapports d'experts, ils nous disent qu'il faudra investir dans le nucléaire, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et surtout, quand on regarde les campagnes de Total, ils disent, eux, ils commencent à faire la pub des énergies renouvelables, parce qu'ils ont compris que si on veut faire du renouvelable, on va avoir besoin de leur gaz. Parce qu'on n'a pas, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, les méthodes de stockage. Donc, je voulais juste comprendre un peu votre position par rapport à, justement, l'énergie nucléaire et son rôle dans le futur. Alors, on présente toujours le nucléaire comme l'alternative au charbon. Ben non, c'est pas la question. Je veux dire, le nucléaire, il faut que sa place soit prise par les renouvelables. Alors, est-ce qu'il faut, dans une phase transitoire, un peu de gaz pour faire la pointe ? Oui, absolument. Mais on n'a pas dit qu'il fallait réduire les émissions de CO2 à zéro. D'accord ? Donc, on peut se permettre des émissions de CO2. Il faut juste limiter les choses. Plus le bassin énergétique que vous mobilisez via les renouvelables est grand, moins la variabilité est forte. Parce que ça souffle toujours bien à un endroit, ça brille toujours bien à un endroit, les marées sont toujours là, enfin bref, la géothermie est toujours là. Et donc, au total, sur 1 km², c'est très variable, sur 100 000 km², c'est beaucoup moins variable. D'accord ? Donc c'est là que, évidemment, ça a son intérêt d'avoir une politique énergétique européenne et en tout cas continentale, ou des plaques énergétiques. Quand vous parlez avec des énergéticiens, ils vous disent non, avoir une seule plaque énergétique pour l'Union européenne, c'est trop, parce que l'énergie ne se transporte pas si facilement que ça. Mais on a intérêt à intégrer le marché quand même en ensemble cohérent et les interconnecter. Clairement, il y a la péninsule ibérique, elle a intérêt à être interconnectée avec la France et avec l'Afrique du Nord. Mais il faut réfléchir au niveau supranational. Maintenant, le nucléaire, c'est marginal dans la production d'électricité mondiale, c'est vraiment marginal. Alors en France, en Belgique, on est un peu biaisé parce que c'est une part majeure de la production d'électricité, mais c'est l'exception plutôt que la règle sur la planète. Donc si vous vouliez faire du nucléaire l'énergie principale, les investissements que vous avez à faire n'ont rien à voir avec les investissements qu'il faut faire pour le renouvelable. Et si vous voulez vraiment pratiquer le coût vérité, je ne sais pas si vous avez suivi les dernières péripéties
de EDF, qui n'est pas en grande forme. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah écoutez les gars, finalement, on a bien réfléchi et pour finir le démantèlement des tout premiers réacteurs, graphite-gaz, donc les réacteurs de toute première génération, là, qui sont à l'arrêt, probablement début du siècle prochain. D'accord? On est au 21e, on n'est plus au 20e. Ils auraient dit ça en 99, j'aurais dit ok, ça je peux accepter. Mais on est en 2019, d'accord? Début du siècle prochain, c'est dans 80 ans minimum, quoi. Et quand on leur dit, tiens, au fait, ça va coûter combien? Bon, on ne sait pas parce que ça va être sur des dizaines de milliers d'années. Ah. Et là, il y a un problème de nouveau de justice sociale transgénérationnelle. J'oublie un instant le facteur sécurité. Mais si, pour utiliser l'atome, il faudra que les quelques générations qui ont profité de l'atome fassent payer leur énergie par un nombre incalculable de générations futures, c'est quand même pas très juste. D'autant plus que vous voyez aussi le degré de prétention. Le bâtiment le plus vieux de l'humanité, d'accord, il a 12 000 ans. C'est quelque part dans le croissant fertile. C'est le plus vieux bâtiment qu'on ait retrouvé. Et on vous parle de faire des artefacts humains qui tiendraient 100 000 ans. Je sais que, comme disait Mandela, il faut rêver grand. Mais enfin, ici, on parle quand même de choses dangereuses. Et se dire qu'on va enfouir des déchets pendant 100 000 ans et normalement, ça doit bien se passer, alors que l'histoire de l'humanité et de l'écriture, c'est même pas 10 000 ans. Un peu de modestie, peut-être, non? Et donc, quand je parle avec des... Je me rappellerai toujours d'une conversation que j'ai eue avec Nikolaus von Baumhardt, qui était à l'époque patron de la munichoise de réassurance, le premier réassureur mondial, ou le deuxième, ça dépend des années. Il me disait, en fait, le risque nucléaire, expliqué simplement, et là on est sur le volet sécuritaire, c'est que la probabilité d'un incident est extrêmement faible, et l'impact d'un incident est colossal. Donc vous multipliez un très petit chiffre par un très gros chiffre, vous obtenez ce qu'on appelle en mathématiques une indétermination. Conclusion du réassureur, le nucléaire est un risque auquel l'humanité ne doit pas toucher. Donc on y a touché, on est où on est. Mais errare humanum est, perseverare diabolicum, comme disaient les anciens. Et donc à un moment, il faut reconnaître qu'on s'est trompé, qu'il faut arrêter les frais. Parce qu'on ne sait pas où on va mettre ces déchets, on ne sait pas comment les conserver de manière sûre. Et vous n'avez quand même pas envie de vous retrouver soit avec un désastre écologique accidentel, et encore moins avec un désastre écologique intentionnel. D'accord? Vous faites circuler ce genre de petits matériaux qui se perdent parce qu'on stocke ça n'importe comment en Union soviétique, en Russie, ben vous n'avez pas envie de retrouver ça dans le métro parisien, d'accord? Donc à un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça suffit. Et d'ailleurs, pour les idéologues du marché, posez-vous la question, comment se fait-il que pas un investisseur, pas un, zéro, d'accord, privé, n'est prêt à investir dans le nucléaire sans subside massif du contribuable? Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi. C'est probablement que le business case n'est pas très bon. D'accord? Et donc, non. Non, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Et donc, c'est pas que je trouve... Vous savez, moi, j'ai appris la physique nucléaire à l'école, hein, je veux dire, on me l'a enseigné, et c'est vrai que, intellectuellement, maîtriser l'atome, nom de jeu, c'est quand même plus excitant que faire tourner une hélice, quoi. Parce que le défi technologique est quand même plus élevé, c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai. Néanmoins, je préfère qu'on s'intéresse au défi de garantir notre approvisionnement énergétique avec des sources qui ne sont pas stables dans le temps. C'est aussi un défi technologique, excitant et moins dangereux. Donc, essayons peut-être de ce côté-là, d'autant plus qu'on n'a que 12 ans. Donc, en 12 ans, vous n'avez pas le temps de construire 500 réacteurs nucléaires sur la planète. D'accord? Donc, faisons ce qu'on peut faire. Maintenant, on est avec le nucléaire qu'on a. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas effacer les 58 réacteurs français, les 7 belges. On ne peut pas les faire comme s'ils n'existaient pas. Donc, il faut gérer la décroissance du nucléaire proprement, le plus proprement possible. Et très honnêtement dit, là-dessus, je ne suis pas un idéologue. Si on s'est dit en Belgique qu'on allait sortir du nucléaire en 2020, en 2022, en 2025, vous savez, si c'est 2030, hein, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on en sorte. Si ça doit durer un peu plus longtemps, notamment pour des raisons de transition écologique, fine. De toute façon, quelque part, on a brûlé nos bateaux,
On a payé le prix de ces réacteurs, ils sont là. Voilà, c'est pas comme si on devait décider d'en construire des nouveaux. Si c'est de ça qu'il s'agit, alors la réponse est niet dans toutes les langues. Pour nous, il n'en est pas question. On va dire, oui, vous êtes des idéologues. Non, on sait compter. On sait compter et on sait qu'est-ce qu'il y a comme risque prenable et comme risque pas prenable. Vous avez un incident sérieux de type Fukushima sur un des réacteurs belges, c'est soit Anvers que vous évacuez, soit Liège. D'accord ? C'est pas 3 villages du fin fond du Poitou. Et donc, non. Non. C'est tout simplement pas raisonnable. Principe de précaution. Principe de précaution. On va dire, ah oui, mais on n'aura pas d'énergie abondante et bon marché, et stable. C'est vrai que le nucléaire, c'est stable. Enfin, quand il ne tombe pas en panne, parce qu'en Belgique, on a eu notre ration. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est des vieilles machines. Hein, donc, les vieilles machines, ça tombe en panne, et plus souvent qu'à son tour. Il y a un moment, quand c'est les amortisseurs, quand c'est les freins, quand c'est la colonne de direction, vous dites à un moment, allez, ça suffit, quoi. Je ne vais plus investir dans ce vieux taco, c'est fini. Mais qu'est-ce que je voulais dire maintenant ? Je ne sais plus, je perds le fil de mes idées. Ça n'est pas grave, ça me reviendra un jour. Bref, il faut en sortir. Et il ne faut surtout pas faire comme le fumeur qui dit « j'arrête demain ». Parce que si tous les jours on se lève en disant « j'arrête demain », on n'arrête jamais. D'accord ? By the way, je ne voudrais pas être le patron d'EDF aujourd'hui, hein, parce que je pense que ce joyau national, et c'en est un, est en train d'être suicidé par l'obsession nucléaire. Hein. Je pense que Isabelle Cocher chez Engie a une vision plus audacieuse de l'énergie, mais évidemment, elle ne se retrouve pas, à part elle est propriétaire des 7 réacteurs belges, mais elle n'a pas de nucléaire en France et elle fait le pari de la transition. Mais EDF est pieds et poings liés à ce très très gros boulet qu'est le nucléaire. Et je pense que l'affaire anglaise risque bien d'être son arrêt de mort. Je crois que quand Pickmal, le CFO, directeur financier de EDF, a claqué la porte, c'était pas parce que c'était un vilain écologiste qui pensait que le nucléaire c'est mal. Il s'est dit ce truc c'est un gouffre. C'est un gouffre. Ça va tuer EDF et EDF est un joyau. Une dernière question, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. 8 minutes. Peut-être pour faire un lien avec le thème de la conférence et la conférence précédente, donc, qui était donnée par Minero sur l'effondrement de la civilisation. Il demandait en fait comment on peut politiser les questions d'environnement et d'effondrement. Et en fait, il disait il posait plus ou moins le constat que c'était quasiment impossible, étant donné le fait que parler d'écologie de façon sérieuse, ça implique des sacrifices. Et par exemple, il disait que la décroissance c'est quelque chose qui l'intéressait, parce qu'en fait, la décroissance, à son sens, c'est réduire la production, donc forcément réduire la production économique et industrielle. Et c'est un sacrifice, et c'est quelque chose en fait qui est nécessaire, mais que peu de gens ont envie de faire, parce que c'est un sacrifice de confort, un sacrifice d'emploi, etc., etc. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de faire ces sacrifices ? Jusqu'où il faudrait aller ? Et comment faire pour que les gens acceptent ça ? Et comment faire au sein des institutions européennes, par exemple ? Alors, sacrifice, c'est une notion évidemment relative. C'est clair que c'est la raison pour laquelle je ne parle pas de décroissance, parce que croissance, dans le langage courant, signifie bien-être. Ce n'est pas que la croissance est associée au bien-être, c'est que la signification du mot dans notre inconscient collectif, c'est bien-être. Donc, décroissance, c'est moins de bien-être. Ça n'est pas nécessairement vrai. Vous connaissez cette courbe qui montre que la corrélation entre le bien-être et le revenu est une corrélation positive à peu près linéaire, à peu près jusqu'à 15-20 000 dollars par an. Et puis ça devient une asymptote horizontale. Autrement dit, vous pouvez racheter du revenu, le bien-être n'augmente pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le bien-être perçu par les gens, à un moment, donc si vous voulez, l'argent fait le bonheur jusqu'à un certain point. Et puis il ne fait plus le bonheur. Donc il faut qu'on se retrouve tous autour du point d'inflexion. Alors, c'est clair que... comment est-ce que je dirais, moi ? Il y a des choses qui sont faciles à changer. Je veux dire, quand je vois ce que je mangeais comme viande quand j'étais gamin à la maison et ce que je mange comme viande maintenant, c'est un ratio de 1 à 2, enfin de 2 à 1 plutôt. Je n'ai pas le sentiment de moins bien vivre aujourd'hui. Je ne prends pas de vacances en avion. Je viens dans ce beau pays qui s'appelle la France et qui a encore plein de coins que je n'ai pas explorés. C'est un si beau pays. Je n'ai pas besoin d'aller en Thaïlande pour être heureux de mes vacances. Donc évidemment, si j'avais été habitué à prendre chaque année l'avion pour aller visiter les 4 coins de la planète, peut-être que je ressentirais comme une atteinte intolérable à mes droits le fait que l'avion est devenu impayable. Mais bon, voilà. Sacrifice donc de nouveau,
qu'est-ce qui fait que je vais changer mon mode de vie? Il y a deux volets, c'est l'obligation et le libre choix. L'obligation, c'est parce que la loi me dira qu'il faut le faire. Et la condition d'acceptabilité d'une loi qui contraint, me semble-t-il, est que, elle réponde à un besoin généralement reconnu. Autrement dit, si le dérèglement climatique apparaît comme une urgence, je vais dire, la première condition d'acceptation du changement est réunie. La deuxième, c'est évidemment que les changements proposés par la loi, les obligations ou les interdictions, paraissent répondre à l'urgence. Autrement dit, qui a envie de changer si en fait, ce n'est pas nécessaire? Personne, mais qui a envie de changer, de faire des changements si les changements ne répondent pas à la nécessité? Personne non plus. Donc, nécessité, d'accord? Efficacité, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est celle qui est la moins souvent réunie, c'est évidemment la justice. Autrement dit, ok, je veux bien changer si vous, qui avez 3 fois plus de revenus que moi ou une bien plus belle vie que moi, vous faites 3 fois plus d'efforts que moi. À cette condition-là, je râlerai peut-être, mais je me dirai, ok, ça ne nous amuse pas, mais quand il faut, et si tout le monde se retrousse les manches, alors je le fais. Ça, c'est la partie obligatoire du changement. Et puis, il y a l'autre versant du changement, et c'est à ça que je faisais allusion quand je parlais de consommation de viande, c'est quand je vois que d'autres ne vivent pas comme moi, et ça a l'air de plutôt le réussir. Et je me dis, tiens, alors pourquoi pas moi? Ça me donne envie. Je me dis, tiens, ils ont une vie différente de la mienne, qui est peut-être plus simple, qui répond aussi à l'urgence climatique, à l'urgence sociale. Et en plus de ça, ils ont l'air de bien vivre. C'est pas qu'ils ont l'air... ça n'a pas l'air d'être la galère tous les jours, quoi. Je ne voudrais pas vivre comme ma fille qui est zadiste et qui a un mode de vie de simplicité très volontaire, enfin de très simplicité et très volontaire. Moi, je ne voudrais pas sa précarité. C'est clair que ça va beaucoup trop loin pour moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, je ne vivrai pas sa vie. Je n'ai pas envie. Mais j'en vois d'autres qui ont changé leur vie. Ça peut être sur leur mobilité, ça peut être sur leur boulot, ça peut être sur plein de choses. Et ça a l'air de bien le réussir. Et donc, c'est ça qui peut me donner envie de changer. Et c'est les deux, de nouveau. C'est le changement imposé et c'est le changement librement choisi. Si on s'en remet exclusivement au libre choix, on n'y arrivera pas. Mais si on s'en remet uniquement à la contrainte, on n'y arrivera pas non plus. Donc c'est les deux en même temps, comme dit saint Emmanuel. On arrête là? Allez, 19h58, ça va, hein, on a tenu l'horloge.